Bon, je crois qu'on va commencer. Donc merci à tout le monde d'être là. C'est super, je suis vachement contente. Merci à toi de nous avoir invités. Donc on va discuter de livres-jeux et, euh, et donc tout le monde ici en a fait au moins une expérience de lecteur, hein, j'imagine, d'utilisateur. Alors entendons-nous bien, quand je dis livre-jeu, je l'entends vraiment au sens large, hein. C'est-à-dire que pour moi, dans le cadre de cette table ronde, j'englobe totalement la fiction interactive. Je le dis avant que Doublure Steam nous fasse un complexe, ok? Parce que sinon. Voilà. Non, parce qu'elle arrête pas de dire ouais, mais tu comprends, mais moi, j'écris pas des livres-jeux, tout ça. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Enfin bref. Mais on inclut aussi tous les livres à énigmes, trucs comme ça. Oui, oui, tout à fait. C'est Si Escape moi, Book. j'ai plus rien à faire là, moi. On Bon, je englobe, laisse. on englobe plein de choses. Le livre-jeu vraiment au sens large du terme. Voilà. Donc du coup, je vais juste faire un petit tour et puis à chaque fois, je vais vous demander de vous présenter brièvement pour que les gens qui vous connaissent pas sachent un petit peu qui vous êtes, parce que on n'est pas tous comme Hugo Labrande et on n'est pas tous venus avec un fan. Donc, donc voilà. et donc le premier sur ma liste, justement, c'est Gauthier Wendling. Donc Gauthier Wendling, auteur de nombreux livres-jeux, notamment chez Édition 404, donc la marque de Cthulhu, Hôtel Mortel, le Secret de Maya, et en AE aussi, je crois, La Malédiction des Baskerville. Il m'a semblé que c'était en AE. Et d'Escape Box. Alors voilà, est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu et puis dans la foulée nous expliquer un petit peu ce que c'est les Escape Box? Ah, je commence. Ouais, Alors, vas-y. c'est Gauthier Wendling, le W se prononce comme un V. Ah, pardon, Wendling. Mais en fait, c'est toujours marrant de participer à un podcast ou une table ronde parce que quand les gens essaient de prononcer mon nom, t'as l'impression qu'ils essaient d'invoquer un grand ancien à la Cthulhu où t'arrives pas à prononcer le nom. Ah non, je le prononce à l'anglaise en fait, je disais Wendling parce que ouais, ça me semblait naturel. Mais si c'est effectivement un W comme wagon, alors c'est Wendling. Toutes mes excuses. Wagon Wendling. Alors, Gauthier Wendling, auteur d'un livre-jeu, La Malédiction des Baskerville, et de nombreux escape books, dont la marque de Cthulhu. À part ça, je fais rien dans la vie, enfin, je suis prof, quoi. Ah, la malédiction du prof. Courage. Alors, suivant. Ah bah non, je voulais que tu nous expliques un petit peu ce que c'était les escape box. Les escape box. Les escape box, c'est pour faire une escape room à la maison, en fait. On avait déjà prévu qu'il y aurait le confinement avec 2 ans d'avance. C'est bien joué. Et donc, on a prévu ce qu'il faut pour que les familles nombreuses puissent s'occuper chez elles sans s'entretuer. C'est un bon calcul. C'est un bon calcul. Il faut garder le client vivant pour la fois suivante. Oui. L'escape box, tu as un poster, tu as un certain nombre de cartes, tu en as 40 par scénario. C'est des cartes, format carte à jouer. Mhm. Les cartes, le maître de jeu les planque dans la pièce, sous le tapis, dans les tiroirs, derrière les livres, mais à des endroits où les joueurs peuvent les retrouver en 10 à 20 minutes maxi, hein, pas des caches introuvables. Dans une pièce, qui est la zone de jeu, hein. Éventuellement, tu peux faire ça sur 2 pièces si tu as envie de scénariser un peu davantage, mais ça, si tu es un maître de jeu perfectionniste. Tes joueurs, tu les mets dans l'ambiance avec un texte qui t'est fourni et une bande sonore qui t'est fournie aussi. Si c'est une escape box d'horreur, tu auras des bruits de chaîne, des ululements de fantômes, ce genre de choses. Si c'est plus à thématique militaire, tu auras des coups de canon, des choses comme ça. Tu as ce qu'il faut pour les mettre dans l'ambiance. Une fois que tu les as mis dans la peau des personnages et dans l'ambiance, tu les lances, ils s'élancent dans la pièce, ils cherchent les cartes, le maximum de cartes qu'ils peuvent trouver. Il y a des cartes qui se ressemblent, il faut les assembler bord à bord, ça forme une énigme visuelle, un code à déchiffrer, quelque chose à recouvrir pour faire apparaître un message type cache de cardan ou ce genre de choses, enfin une énigme. Typiquement, tu as 8 à 10 énigmes. Au fur et à mesure que tu les résous, tu reçois des cartes récompenses qui te donnent accès aux dernières énigmes, hein. Ça permet une progressivité dans le scénario. Et si tu as bien calculé ton coup, en 45 minutes à 1 heure, tu as gagné contre le jeu. Avec l'aide ou pas l'aide du maître de jeu, suivant qu'il est plus ou moins sadique. Ah oui, d'accord, c'est sympa. Ok, il y a plein de choses quoi. Et c'est à mettre en place. Et Oui, il faut une petite mise en place, mais c'est rapide la mise en place. En 10 minutes, tu as tout caché, hein. Je précise, c'est thématisé. Tu as la box plus Apocalypse Zombie, la box plus
maison hantée, la box plus asile, voilà. Le thématique classique de salle d'escape en fait, hein. Ok, et par contre, est-ce qu'il faut être expérimenté pour être le maître de jeu de ça? Non, c'est des produits qui sont prévus pour débutants. Tu as des scénarios progressifs de difficulté 1 difficulté 3. Sympa. Ah, ça c'est cool. Et c'est quoi les tarifs de ça à peu près si... Alors, les box adultes avec 3 scénarios d'1 heure chacun, je crois qu'elles sont à 15 euros ou à 16 euros, si je me trompe pas. Je me trompe peut-être, hein. Les box enfants avec un seul scénario 45 minutes, elles sont à 10 à 12 euros suivant la boîte. Pirates, des thématiques pour enfants plutôt dans D'accord. ce cas-là. Oh, ok. Sympa. Eh oui, Ouais. Je me pencherai dessus. Je regarderai ça de plus près. Cool, Merci. merci beaucoup. Oui, ça donne très envie, effectivement. Ouais, Rhapsody, pareil, je me renseignerai aussi, je crois. C'est sympa pour... après, ça dépend, j'imagine, des âges des enfants, mais ça peut être vraiment chouette pour passer un moment sympa ou pour animer une soirée. Ça peut être chouette. Ouais, soirée d'anniversaire, pour occuper un week-end, si tu sais pas quoi faire avec tes enfants, ou aussi en classe, j'ai déjà fait en classe. Ah oui, ouais, en classe, ça peut être En bien fin aussi. d'année, quand t'as plus qu'une poignée d'élèves qui viennent les 2 derniers jours, à ce moment-là, généralement, tu peux sortir la box, quoi. C'est pas Alors, faux. si vous voulez, je peux vous en montrer. J'en ai quelques-unes vu que j'ai branché la cam. Ah oui, volontiers. J'espère que les gens Oh, pourront voir. juste le temps que je les retrouve, tu peux donner la parole à quelqu'un Ouais, d'autre parce que je fouille. pas de problème. Donc je coupe le son. Il est fourbe. Eh ben, fantastique, parce que du coup, c'est Doublure Stylo qui est la deuxième sur la liste. Elle est Ah, tellement contente, hein, c'est fabuleux. Je sais que c'est le bonheur. déjà? Déjà, oui, donc autrice multicasquette, hein, puisqu'elle écrit des albums jeunesse. On a Tommy Griotte, je vous donnerai les liens tout à l'heure. Des séries, dont le dernier pas sous le pseudo Miss V, et des poèmes. Et je sais qu'elle a écrit des poèmes, même si genre elle les cache. Mais moi, je les ai vus, donc je sais qu'ils existent. Elle est aussi éditrice chez Rocambole, autrice de fiction interactive sur des plateformes, comme Moaki par exemple. Et une autrice à suivre sur Twitch. Sur Twitch. Pardon, j'adore le dire comme ça sur Twitch. Également Ouais, moi pour aussi. des séances de tests de jeu, d'outils d'écriture, de séances d'écriture créative, tout ça. Je vais vous donner les liens. La Twitch Lorraine, oui. Twitch, Lorraine. Sauf que je suis pas Lorraine, mais Donc du coup, ben est-ce que voilà, voilà, t'as tout dit, c'est bon, je peux y aller. non, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Moaki et de ce qui t'a donné envie, ce qui t'a amené à la fiction interactive? Bah, ce qui m'a amené à vouloir faire de la fiction interactive, c'est que, comme tu l'as dit, je suis plutôt autrice, et du coup, j'aime raconter des histoires et écrire des histoires, et tous les outils qui permettent de le faire m'intéressent. Ouf, le gros plan. Ah, moi, je suis pour rien de la taille des images. Hein. Ah, mon Dieu. Oui, donc voilà, tous les outils qui permettent de raconter des histoires, ça m'intéresse. Et de la fiction interactive, ça change des histoires qu'on fait que raconter. Là, on peut impliquer les lecteurs, lectrices, donc j'aime bien. J'ai vu que sur le souvenir que j'en ai, un des tests qu'on avait fait sur Moaki, il me semble Oui. qu'on peut même mettre de la musique. Oui, alors cette plateforme est formidable parce que contrairement à Twine, elle est en français déjà. Elle est très facile à prendre en main. Il n'y a vraiment pas besoin de coder. Tout est facile à prendre en main, et en plus il a intégré la possibilité d'accéder à une banque de sons et de musique libre de droit. Donc oui, on peut faire une ambiance sonore, une ambiance visuelle aussi, parce qu'on peut personnaliser l'apparence de son jeu ou de son histoire.
Oui, comme dit Hugo, effectivement, il souligne le fait qu'il y a plein d'outils. Parce que Oui, tu parlais de Mwaki et de Twine. oui. Effectivement, et je crois que c'est pas les seuls, il y en a d'autres. Il y a plein d'outils en ligne, en fait, il y a plein de plateformes qui permettent de créer des fictions Oui. interactives. Alors Hugo, il est un peu au Canada, un peu marseillais parce que l'experte de toutes les plateformes, je ne sais pas, mais oui, je les teste du bout des doigts régulièrement. Donc oui, j'ai testé Twine, j'ai testé Ink, j'ai testé Mwaki, j'ai testé, on en a testé plein en live ensemble. Hein. Ouais. Il y a You Are the Hero où on avait, qui est comme son nom l'indique, une plateforme française aussi. Et là, par contre, l'intérêt de l'outil, en fait, il diffère de Mwaki, parce que Mwaki, ça va plus être histoire à choix multiples. Et le You Are the Hero, c'est aussi à choix multiples, mais on est avec possibilité d'inventaire, d'avoir des boutiques. On va être plutôt dans un RPG textuel. Donc moi, c'est ce qui me séduisait un peu parce que chaque outil a ses propres avantages, ses inconvénients, offre des possibilités diverses de faire des choses différentes. Et sur celle-ci, bah voilà, on est plus sur du RPG textuel. Il y a alors ça a changé de nom, c'était Noétique et là il a changé le nom pour je ne sais, je l'ai pas encore retenu, qui sert à raconter des histoires sous forme de chat ou d'échanges SMS. Et ça c'est français aussi, donc c'est vraiment en train les plateformes sont vraiment en train de se développer. C'est Twinty maintenant. Alors, comment ça Donc, s'écrit ça? je vais vous les mettre aussi sur le You Are the Hero. Twinty, donc là, pour l'instant, Twinty, ça marche pas trop, mais il doit revoir le truc, refaire une mise à jour pour que ce soit utilisable. Ça existe aussi en appli mobile, donc normalement, on doit pouvoir aussi créer sur son smartphone ou tablette. Donc voilà, j'aime bien. Et il y a, j'oublie aussi ces donjons qui est aussi une nouvelle plateforme française pour créer ce qu'on appelle des jeux à analyseur syntaxique. Waouh. Donc là où il faut écrire, examiner tel truc, utiliser tel truc, manger tel truc. Ah oui, exactement C'est comme pas un les clic, tout mais débuts. Ouais, les tout débuts d'aventure, comme il y avait, je crois que c'était quoi? C'était King Quest, le tout premier King Quest auquel j'ai joué sur temps 10 000, s'il vous plaît, un peu de respect. Il fallait taper les commandes, il fallait dire walk, machin, take this, talk oui, to, et voilà, et donc ça, c'est pareil en fait. voilà. Ok. Et là, c'est donc un outil qui est en cours, en développement encore, qui est en perfectionnement permanent et qui permet de coder, mais de façon plus simplifiée. Parce qu'il y a l'outil Inform qui est le plus connu, le plus utilisé par les plus aguerris, mais qui demande du code. Ouais. Donc toutes les plateformes qui émergent permettent en fait d'écrire dans un langage plus entre guillemets naturel et moins code. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui n'y connaissent rien et qui voudraient peut-être commencer et qui sont super débutants, je leur dirais peut-être de jeter un œil à Mwaki parce que je trouve qu'il est Oui, vachement intuitif et il est assez facile à prendre en main. exact. Donc, En plus, il a rajouté des tutos. Il a créé des petits tutoriels assez récemment, donc il explique qu'on peut prendre en main le truc vraiment pas à pas et même sans les tutos, c'est vraiment intuitif. Donc effectivement, pour démarrer, plutôt que Twine, qui est vachement plus honnêtement, technique, ouais. c'est plus complexe. Ouais, Bon, carrément. pour faire juste du choix multiple, c'est suffisant. Enfin, ça va. Mais disons Ouais. que même pour mettre en forme, il faut maîtriser le CSS
c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc que là, tout est géré par la plateforme sur Moiki. D'ailleurs, j'ai trouvé que Moaki, il était vachement bien foutu aussi pour avoir à la sortie quelque chose qui s'apparente à du livre-jeu, puisque il produit du PDF. Oui. Donc on peut Il faire permet tout un- l'export sur plein de formats. Il permet aussi un export vocalisé pour compatible avec c'est comment? Hugo, aide-moi. C'est L'Uni, ouais. Luni. Mhm. Donc il est vraiment c'est Ouais, donc pareil, il c'est- rajoute des fonctionnalités régulièrement, il enrichit le truc, il est très à l'écoute des demandes des utilisateurs, donc vraiment Ouais, très bonne plateforme. c'est l'outil à aller voir si vraiment ça vous donne envie et que vous voulez tester un petit peu ça, comment faire au final donc une fiction interactive. Jetez un coup d'œil à Moiki, c'est pour une prise en main, c'est vraiment sympa. Et du coup, En si... plus, Ah pardon, si vas-y. je peux juste oui, je veux Oui, juste vas-y. rajouter qu'il y a il organise un petit concours qui est jusqu'au 28. Il en fait Où il faut régulièrement, produire donc il une faut toute. Oui, regarder. voilà, on avait déjà fait cet été et là il organise un petit concours où il faut produire une petite fiction interactive de entre 2000 et 3000 mots, je crois. Donc il reste 8 jours pour le faire, c'est faisable, donc n'hésitez Vous pas avez à 8 jours, saisir dépêchez-vous, l'occasion. allez-y. Pour ceux qui avaient rien à faire. Pour le Voilà. premier concours, il avait fait un super t-shirt pour le gagnant. Oui, Vraiment, je recommande d'y participer. ouais. Et que doublure Stylo a eu. Voilà, parce qu'il en avait fait pour les 2 premiers et comme j'étais deuxième, je n'étais que deuxième, mais j'étais deuxième quand même et donc j'ai eu le magnifique t-shirt. Du coup, on regrette que t'aies pas ta caméra allumée pour que tu puisses. Eh oui, nous montrer le Bah, t-shirt. j'aurais dû le mettre sur moi pour être dans le thème, mais Bon, mais du coup, je je pense peux que... essayer de vous retrouver Ouais, l'image pour oui, que tu vous peux la poster, tu puissiez t'avais pris une voir photo. Oui, Ouais, faut que je voilà. repasse par. Ouais, Mais je regarde, cherche. tu sais quoi? Pendant que Gauthier va nous faire sa présentation de Skybox, toi, tu vas nous trouver ta photo. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y. Gauthier, en représentant de commerce, va nous faire une démonstration d'Escape Box. Ouais, alors, faut que je fasse comme au téléachat, tu sais, quand t'as la main qui présente les produits. Alors Maryse, qu'est-ce que nous avons là? Exactement. Alors, version pour enfants pour commencer, ça c'est la box Dragon de chez DreamWorks que j'avais faite il y a 6 mois. Hop. Alors, unboxing. J'ouvre la boîte si elle veut bien se laisser ouvrir. Voilà. Comme je disais, c'est fourni avec un poster. Le poster, au tout départ, quand les premières box, ils servaient juste pour faire joli en fait. Mais ensuite, on les a intégrés aux énigmes. Là, en l'occurrence, la carte de l'archipel des Vikings et des dragons va servir en réalité dans le jeu, hein. Il faudra y localiser une île bien spécifique où est enfermé Croque-Mou, le fameux dragon. Alors, le maître de jeu, il a son livre de règles où il a toutes les solutions, ce qui fait qu'il n'a pas l'air bête devant ses mômes. T'as le code secret, t'as la solution du code secret, ce qui fait que tu peux guider la résolution de l'énigme par les enfants. Enfin, vérifier qu'ils l'ont bien résolu. T'as des indices qui sont fournis si tu vois qu'ils patinent, les mômes. Et tu reçois un paquet de 40 cartes qui est donc à cacher dans la pièce. Alors, il y en a certaines qui sont à garder en main parce que tu dois les donner en récompense. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble une énigme quand elle est assemblée. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a de bien photogénique. Tiens, celle-là par exemple, un peu d'astronomie. Alors, tes enfants retrouvent, mettons celle-là sous le tapis, carte de consigne. Ils retrouvent celle-là dans les cendres de la cheminée. Celle-ci, tu l'avais planquée derrière un livre. Et celle-là, tu l'avais scotchée sous un tiroir ou sous une chaise, l'endroit où généralement ils pensent pas à chercher. Si tu assembles, ça te forme 3 constellations. Alors, je vais essayer de pas me tromper. Ouais, ça n'a pas l'air d'être ça. Le concepteur qui galère pour faire son propre truc. Ah voilà, ça a l'air d'être ça. Bon. Bon, bref. T'es supposé constituer un ciel nocturne avec la constellation de la licorne siffleuse, du sabre de chrome et du serpent,
hein, et tu es supposé trouver la bonne, en suivant la consigne, tu es supposé trouver quelle est la bonne constellation qui t'indique la direction à suivre pour trouver le bon archipel sur ta carte. D'énigme en énigme, tu élimines des îles jusqu'à n'en avoir plus qu'une seule, forcément, à la fin. Ça, c'était pour la box pour enfants. Box adulte, il y a un peu plus de matériel dedans, donc je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, la Cthulhu, la zombie, la horreur, la risque? Je ne sais pas, allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Les zombies. Allez, pour Ah, la les zombie, zombies. tu fais la première. Alors la box zombie, elle est de Frédéric Dorn, qui est l'inventeur du genre de l'escape box en fait. Frédéric Dorn, dans sa box zombie, que voici, nous propose. Il nous propose 3 livrets. Alors, tu as un livret qui t'explique les règles en détail. C'est presque trop détaillé en fait. Ça, 2-3 pages auraient pu suffire. Mais bon, tu as le livret ultra détaillé si vraiment tu veux envisager tous les cas de figure. Tu as le livret des joueurs. Les joueurs ont un ensemble de documents dedans. Là, c'est le journal de bord du laboratoire qui a mené à la création des zombies. Ça mélange les journaux de bord des différents scientifiques du laboratoire. Ils peuvent le consulter en cours de partie, évidemment. Il y a un des joueurs qui est supposé être responsable du document et qui le connaît plus à fond que les autres. Et tu as le livre des scénarios avec les solutions pour les 3 scénarios. Ici, tu attribues un rôle à tes joueurs. Donc, ils ont un badge. Chaque badge indiquant un rôle, ingénieur, chef d'équipe, etc. Et chaque rôle ayant un pouvoir particulier. Pouvoir annuler un piège si tu es tombé sur une carte piège qui était planquée, par exemple. Hop là. Et alors là, le paquet de cartes est beaucoup plus épais, on a 130, puisque c'est supposé servir pour 3 scénarios. Même principe qu'avant, hein, les cartes s'assemblent pour former des énigmes, qui peuvent être aussi bien du labyrinthe que du code, que d'autres choses, hein. Voilà, des énigmes à la maître Foura où il faut que tu devines un mot à partir de plusieurs autres mots. Le poster d'ambiance, sur lequel, me semble-t-il, il y a un élément de réponse quand même. Voilà, s'il y a des questions. Ah, c'est chouette. J'aime bien le système des cartes. C'est assez sympa comme idée, ça, pour faire les énigmes. De se dire, on a juste on a imprimé des cartes, on les planque un petit peu partout. Et c'est sympa comme idée. Ça a l'avantage d'être intuitif. Alors ensuite, il faut bien te rappeler où tu les as cachés, parce que si tes joueurs en ratent une, après tu refouilles toute la pièce 3 fois pour la retrouver, hein. Ah ouais, ça, c'est sûr que. Mais je pense que quand tu t'es fait avoir une fois au truc de la chaise, je pense que c'est le premier truc que tu regardes. Tu retournes toutes les chaises, tous les tiroirs et aussi l'arrière des tiroirs. Ah ouais. En général, tu te fais avoir qu'une seule fois. Ouais. Ce que je conseille aux maîtres de jeu qui veulent faire ça au format enfant, soit en box Louvre, Versailles, détective à la Agatha Christie, hop, pirate. Donc ce que je conseille, c'est éventuellement de faire des photocopies couleurs ou des cartes ou de les scanner, de les imprimer en couleur. Et ce que tu mets dans la pièce, ce serait les photocopies couleurs, même que tu as plastifié si tu es bricoleur. Et les originaux, tu les gardes. Si tu fais passer plusieurs groupes d'enfants successivement, fatalement, ils vont te perdre une carte. Ah ouais, pas con. Sinon, Quand je fais en t'achètes classe, t'achètes des protections de cartes, là, comme pour les cartes Magic, en fait. C'est le même format, ah, c'est les formats cartes poker. oui, exactement. Bah voilà, donc t'achètes des pochettes, quoi, des pochettes pour les cartes. Ouais, Ça coûte pas ça peut cher, hein. marcher. Voilà, c'était la petite présentation commerciale. Merci beaucoup, super. Au moins, on voit à quoi ça ressemble, c'est chouette. Donc sur ma liste, bah, j'ai Hugo, moi, juste après. Donc Hugo Labrande, auteur de fiction interactive depuis pas mal de temps. Je sais pas si j'ai le droit de dire combien de temps, ou si c'est Oui, je sais tu pas peux, de oui. marque. Sur ton site, c'est marqué 15 ans. Alors peut-être que ça fait plus, du coup, je sais pas. Non, ça fait Euh, depuis 2006, c'est ça. Et donc du coup, aujourd'hui, tu es le porte-étendard, alors officiel, officieux, je ne sais pas, de Fiction Interactive, le site fiction-interactive.fr, qui est assez incroyable quand même. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce site? Ouais, mais c'est un site communautaire en fait qui a commencé au début, c'était une mailing list Yahoo il y a 20 ans.
Puis après, ça a été un forum. On avait un site sur une page free. Et puis là, depuis 5 ans, 4-5 ans, on a un site qui est un petit peu plus pro en WordPress et tout ça, sur lequel on essaye de poster un article par semaine, qui est sur le monde de la fiction interactive en général. Donc, notamment les outils dont Doublure a parlé. On a des tutos Moiki, des tutos Ink, des tutos Twine, des tutos Inform aussi. On a des fiches de lecture. L'un d'entre nous a lu quelque chose d'intéressant ou a vu une conférence intéressante sur YouTube, et on fait un petit peu euh, la présentation des points importants. Sur des questions notamment de conception, d'écriture, ce genre de choses. Il y a des critiques, on a pas mal d'articles sur les films interactifs aussi. On a quelqu'un chez nous qui est bien calé sur ça. Juste sur les jeux en général. Et moi, je fais depuis cette année un petit, une petite marotte personnelle, en tout cas cette année. Je fais un article par mois sur l'histoire de la fiction interactive dans les années 80, donc qui étaient les jeux textuels à la King's Quest, où on Oui. tape aller au nord, ouvrir la porte, tuer le troll, ramasser le trésor. Et donc j'ai fait un petit peu de recherche, notamment pendant le confinement, parce que j'avais du temps, sur des vieux magazines, des vieux trucs, et j'ai retrouvé en fait des jeux dont on avait un petit peu oublié l'existence. Et j'en fais des articles, notamment sur fictioninteractive.fr. Là, c'est ce que je fais cette année, un article par mois. Mais c'est un site, c'est aussi un Discord. On a un salon Discord qui est plutôt actif. On a, je pense, une trentaine de personnes vraiment actives dessus. Et si vous avez envie de découvrir le monde de la fiction interactive, si vous avez envie d'aide pour prendre en main un outil, ou discuter de jeux, ou rencontrer le créateur de Moiki, vous pouvez venir aussi sur le Discord, et c'est vraiment une communauté qui s'est construite. Le forum a été un petit peu délaissé malheureusement depuis le temps, parce que tout le monde pose ses questions sur Discord, et on s'amuse bien, quoi. Et donc, du coup, il y a aussi Ah. des jeux. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui. Donc, il y a des articles et tout ça, mais il y a aussi des jeux sur le site. Oui, il y a Le aussi tien, notamment. les jeux historiques de la communauté. Donc, on a essayé de tous les recenser, mais depuis qu'il y a Itch, donc le site itch.io, où tout le monde peut poster ses jeux, c'est un petit peu difficile de tous les recenser. Et puis le site n'a pas forcément vocation à ça. Enfin, avant, euh, dans les années 2000, quand pas grand monde n'avait sa page perso et tout ça, on essayait un peu de centraliser tous les fichiers de jeu. Maintenant, il y a une telle diversité, il y a plein de gens sur Itch, et des gens qu'on connaît pas forcément, etc. Donc on n'a pas tous les jeux sur notre site, mais on en a quand même, je pense, une centaine ou 150 peut-être. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Franchement, j'ai pas Ouais, pu tout voir. Il y en avait vraiment pas mal. Il y a ouais. énormément de choses. Il y a. Et surtout, on a un concours annuel qui est là pour stimuler la création. Ça fait 15. Alors, je sais plus si c'est 15 ans ou 15 éditions. Je pense que c'est 15 éditions sur 17 ou 18 ans, parce qu'on l'a annulé une ou deux fois. Où les gens font un jeu, puis le postent dans le concours, puis après on vote et on dit qui est le gagnant. On a catégorie qualité d'écriture, catégorie plaisir de jeu, etc. Et donc le concours là, il est actuellement en train de se dérouler. Les votes vont pas trop tarder à fermer, mais cette année on a 8 ou 9 jeux, dont un jeu de doublure, qui est très bien. Et c'est très bien, parce que moi qui suis là depuis le début, j'ai vu la communauté vraiment se développer. C'est-à-dire que les premiers concours, il y avait 5 personnes. Après, autour de 2010-2011, il y avait 2 personnes. Et puis là, depuis 2015, etc., il y a encore 5, puis 7, puis 9 personnes. Enfin, on a de plus en plus de jeux, de plus en plus d'auteurs, et aussi de plus en plus de votants. Donc ça fait plaisir de voir la communauté se développer, et puis les gens commencer à connaître les outils, notamment Twine, quand c'est sorti, ça a eu un impact énorme sur la création.
Mais je dirais que chez les francophones, quand Moaki est sorti, ça a aussi eu un impact énorme parce que Twine, ça peut quand même être technique, alors que Moaki, pas du tout. Et voilà, donc on essaie aussi de s'étendre à... donc quand je dis fiction interactive, il y a les jeux un petit peu comme des livres-jeux numériques avec des hyperliens, en gros. Il y a les jeux où il faut taper des choses au clavier. Et puis il y a aussi les jeux qui sont plus dans la tradition visual novel, donc la tradition japonaise, les dating sim, où il y a des portraits de personnes en train de parler, et puis de temps en temps il y a des choix. Donc c'est un peu comme des livres dont l'héros, mais c'est une tradition bien séparée et très axée sur le graphisme, le multimédia, etc. On essaie aussi, on n'a pas énormément de spécialistes sur notre Discord, mais on essaie aussi de s'y ouvrir, quoi. Donc, Donc voilà, c'est vaste. récemment, ouais, tout à fait. Et donc, la bonne nouvelle, c'est quand même que récemment, il y a de nouveaux adeptes, quoi. Il y a Ouais, la je pense que communauté le fait grossit. oui, le fait qu'on ait refondu le site, qu'on fasse des articles toutes les semaines et qu'on ait ouvert un Discord, ça a vraiment dopé la communauté. On a une présence qui est beaucoup plus euh, forte sur Internet. En tout cas, les gens nous disent tout le temps, ah, je suis tombé sur votre site, je suis tombé sur Twitter sur votre site, etc. Et c'est quelque chose. Avant, on avait du mal à attirer les gens. Maintenant, là, c'est vrai qu'on est parti sur une bonne croissance. Tu crois pas qu'il y a Donc, aussi une demande? Enfin, je trouve qu'avec les escape games, les escape books, etc., c'est un peu revenu en force tout ça. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique un renouvellement, non? c'est fort Enfin, moi, possible, ouais. Euh, j'ai cette impression quand même. Hein. ouais, Il y a c'est peut-être fort le possible. Et développement des nouveaux outils aussi. ouais, je pense que c'est les deux à la fois parce qu'on a énormément de créateurs sur le Discord. Mais il y a aussi des gens qui connaissent les escape games ou les escape books aussi. Ouais, On avait Stéphane Anctil, qui est un collègue de Gauthier, ouais. qui est passé sur notre Discord aussi. Et oui, bon, on essaie de tisser des liens et d'être présent sur Twitter, mais c'est aussi comme ça qu'on. Je sais qu'il y a aussi une communauté bien spécifique de livres-jeux en français qui est Littéraction, je crois que ça s'appelle, avec le forum Rendez-vous au 1. Pareil, on a quelques liens, on se croise, on est collègues et tout ça, mais ça reste compliqué de voir toute l'étendue en fait de tous les gens qui s'intéressent aux escape books, aux livres dont vous êtes le héros et à la fiction interactive Ouais. en français. Ouais, je crois que c'est une grosse communauté quand même. Et puis, pas toute récente, parce que t'as les vieux de la vieille qui ont comme nous, voilà. Enfin, moi, je sais que j'ai joué au tout premier livre. Et encore, c'était ceux qui étaient traduits en français. Donc, je pense que ceux qui ont quelques années de plus que moi et qui ont pu faire ceux qui étaient en anglais ont joué depuis, je sais pas, le milieu des années 70. Je crois que ça date de là à peu près. Je crois aussi, ouais. Le tout premier livre dont vous êtes le héros, c'est quelque chose qui est pas tout nouveau, quoi. Mm. Ouais, c'est. Donc du coup, je passe à Betty. Alors cette fois, je vais pas faire la bêtise Oui. parce que j'ai demandé, je me suis renseignée avant et franchement toutes mes excuses à Gauthier. Pardon d'avoir écorché ton nom, je suis absolument désolée. Je me suis renseignée pour Betty parce que je savais que j'allais faire la connerie parce que je savais pas comment prononcer Betty Piccioli, donc puisque j'hésitais à le prononcer soit Piccioli ou Piccioli. Elle m'a dit non, Piccioli s'il te plaît, hein, sinon hop là, attention. Non. Voilà, donc Betty Piccioli qui, entre autres choses, autrice de romans, dont Panic et Gemellia chez Gulfstream, si je dis pas de bêtises, C'est ça. Chromatopia chez Scrinéo, mais aussi de nouvelles et de livres-jeux, donc 2 épisodes de Dans la peau de chez Larousse Jeunesse, si je me trompe pas non plus. C'est ça. Et donc du coup, par rapport à tout ce qu'on a présenté avant, c'est quand même du livre-jeu un petit peu plus traditionnel, j'ai envie de dire. Alors, en fait, Larousse m'a demandé. En fait, ils ont des livres-jeux très traditionnels. Ça y est, je sais plus son nom. Anne-Gaëlle Balp
qui a fait du livre-jeu à l'ancienne avec des lancers de dés, etc. Pour les enfants, mais ils avaient la volonté de faire une collection un peu plus simple. Et ils m'ont demandé de faire ça. Donc en fait, j'ai conceptualisé un peu cette nouvelle collection, donc qui est dans la peau 2. Et en fait, je me suis un peu amusée à faire de l'hybridation, on va dire, de plein de choses. C'est pas encore sorti, ça sort dans un mois, le 24 mars. Mais du coup, donc c'est pour les enfants à partir de 8 ans. Et les livres commencent par un test de personnalité qui va en fait tout simplement aiguiller certains choix du jeu, du livre, et les joueurs vont pouvoir atteindre de nouvelles compétences, etc., pour se rajouter des points. Il y a aussi des choix qui sont purement des choix de hasard. Et puis, c'est aussi une collection où on a mis des énigmes un peu en mode escape book aussi. Donc voilà, c'est un peu hybride avec plein de choses différentes. Et il y en a 2 qui sortent en même temps. Mais après, oui, ça reste un format papier classique, effectivement, avec des illustrations, des choses cachées dans le texte, ce genre de choses, quoi. Oui, après, quand je disais classique, ça voulait pas forcément dire avec des lancers de dés, parce qu'effectivement, les tout premiers que j'ai connus, moi, c'était avec une fiche de perso, enfin vraiment Ouais, dans la plus pure tradition du jeu de rôle sur table. ouais, ouais, Donc ouais. là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que justement, les ouvrages un petit peu plus récents, comme les fictions interactives, se posent la question différemment et c'est de se dire, ok, mais si véritablement on utilisait que le média livre ou le média interactif qu'on a sans pour autant demander aux joueurs d'aller prendre un crayon et d'aider. Ouais, ouais, c'est ça. Mais alors ça, j'en ai vu récemment, j'ai trouvé ça intéressant, du coup, dans celui de Anne-Gaëlle Balp. Si tu veux pas prendre de dés, en fait, il y a des dés dessinés sur chaque page. Et l'idée, c'est que tu ouvres une page au hasard et tu vois quel est le lancer de dés de cette page. Donc tu Oui, peux être juste avec ton livre et pas trop t'embêter à aller chercher du matériel, quoi. oui, t'avais même Mais, des tables parfois. Enfin, j'avais vu des livres où t'avais une table à la fin du livre et où il suffisait que tu ouais, passes ton doigt sur la page, hop, tu t'arrêtes au hasard et tu regardes sur quoi est tombé ton doigt et t'as ton lancer en fait. ouais, ouais, ouais. Il y a toujours des choses un peu ingénieuses qui sont inventées là-dessus. Euh, Après, sinon, en ce moment, je bosse pour Hachette sur un livre adapté d'un jeu de drague, donc Dating Sim, qui est assez connu, qui s'appelle Is It Love, qui était un truc indépendant, mais qui a été racheté par Ubisoft il y a 3-4 ans pour 4 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc Ah ouais, ça pèse bien dans le game. ça passe dans le game. Voilà. Et donc là, l'idée de Hachette, c'est on est 5 à travailler sur 5 scénarios des univers différents de Is It Love. Et on fait du livre-jeu adapté du jeu de drague, et en fait pour adultes, quoi. Avec des choix de romance pour les lecteurs, et des choses un peu olé olé parfois. C'est la Voilà. question que j'avais posée, si c'était genre pour adulte adulte ou Oui, c'est vraiment pour adultes adultes. Oui, oui. Donc voilà, encore un truc qui évolue un peu parce que jusqu'ici, alors il y a beaucoup de livres qui sortent autour de cette licence ouais, ils ont aussi 4 millions d'utilisateurs à travers le monde, donc c'est un truc qui intéresse beaucoup les maisons d'édition. Mais c'est des livres classiques en fait qui sortent sur les origin story des personnages ou quoi. Et là, c'est la première fois qu'il va y avoir une version livre-jeu de ce jeu de dragon. intéressant. Voilà. Ouais, C'est ouais, ouais. marrant parce que du coup, je trouve qu'il y a un côté transmédia à ce genre Oui, de projet, quoi.
Et c'est assez intéressant. D'ailleurs, enfin, je trouve que c'est un petit peu sur la même. Enfin, pas tout à fait, mais dans l'idée de transmédia, il y a aussi certains bouquins qui utilisent la réalité augmentée. Mm. Euh, euh, donc ça, c'est. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant aussi. L'idée de. Bon, alors par contre, évidemment, là, euh, on est dans l'idée où il faut avoir plusieurs choses à la main, quoi. T'as le téléphone, t'as le livre, enfin, dès que t'es dans ce genre de truc, c'est un petit peu comme si tu avais besoin d'aller chercher tes dés, t'as quand même besoin d'autre chose que le bouquin, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, je trouve que c'est un choix aussi, autant narratif qu'un choix d'utilisateur, quoi, de vivre autrement l'expérience euh, du, Mm. du livre-jeu. À la Ouais, fois la lecture, l'aventure et le fait de participer. Mm. C'est vrai. Et donc, du coup, Julien, qui a été extraordinairement patient, qui a attendu son tour tout ce temps. Mais il n'y a pas besoin d'être patient, j'écoute, c'est Euh, intéressant. Julien Noël, donc auteur de nouvelles, de micro-fiction, d'articles, de livres-jeux, notamment la série Mauvais sort aux éditions O3D, dont il y a au moins 4 tomes, si je ne me trompe pas, et de jeux en ligne, dont des serious games. Alors, j'aimerais bien déjà qu'on m'explique. Qu'est-ce qu'un serious game? Alors, un serious game, c'est un jeu éducatif qui est souvent destiné au monde de l'entreprise, en fait, et donc c'est un jeu sérieux. Donc, parfois, ça peut être dans une optique de promotion, donc pour entreprise ou une administration pour faire connaître un peu ce qu'ils font, ou ça peut être pour la formation d'entreprise aussi. Et donc, c'est un secteur qui se développe actuellement de jeux de commandes comme ça. Donc, moi, j'ai travaillé pour des jeux qui éduquent à la sécurité informatique, par exemple, pour l'université, ou j'ai fait un jeu pour aider à recruter des aides ménagères, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est des jeux de commandes, pas spécialement toujours très intéressants à faire, mais il y a un débouché. Donc, j'ai été freelance dans ce domaine-là de fin 2018 à 2019, plus ou moins. D'accord, oui, donc c'est quelque chose qui est vraiment lié au milieu de l'entreprise, quoi. Tout à fait, oui. Ok, super. Et j'espère que c'est quand même un truc qui. Enfin, j'ai eu l'impression que c'est quelque chose qui se développait. Je sais pas si j'ai raison ou tort là-dessus. Moi, je vois pas mal des élèves de l'école de jeux vidéo dans laquelle je travaille qui sont souvent employés comme stagiaires, évidemment, hein. Stagiaires pour faire des serious games pour les boîtes dans lesquelles ils sont pris. Donc j'ai quand même l'impression que c'est un truc qui est assez présent, assez développé par les entreprises. Oui, je crois que ça se développe. Moi, je suis plus vraiment dans le circuit parce que je me suis rendu compte que j'étais très très mauvais commercial et que je ne savais pas gagner ma vie parce que je ne savais pas assez me vendre. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de demandes. Euh, oui. Après, j'ai l'impression qu'il y a un peu un effet de vogue et que c'est un peu une lubie de conseil d'administration de se dire qu'on va laisser sa marque et être innovant. Et enfin, moi, en tout cas, je me souviens que j'ai travaillé sur des projets où la ludification n'est pas toujours absolument nécessaire. Et donc parfois ça relève un peu du gadget, je pense, parce que c'est des projets hyper coûteux, en fait, ça chiffre vraiment en dizaines de Ah milliers oui. d'euros. Et bon, moi j'étais très content d'avoir du travail, le studio était content d'avoir du travail, euh, mais si je dois vraiment être critique par rapport à cette vogue-là, j'ai tendance à dire que pour moi, la plus-value de l'outil interactif n'est pas suffisante que pour justifier le prix, en fait. Parce que certains jeux qu'on a créés, notamment pour la formation d'entreprise, sont vraiment chouettes. Mais je pense qu'une brochure aurait aussi bien appris ça pour le dixième du budget. Donc je me demande un peu si c'est pas un peu une lubie de certains administrateurs qui ont envie un peu de se faire mousser ou un peu de montrer qu'ils sont dans le coup. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça va vraiment se poursuivre. Ouais, Parce que, enfin, ouais. je sais pas. C'est vrai que c'est une question à soulever. On verra bien, hein, de toute façon. Ben oui, oui, absolument. Enfin, moi, j'étais sceptique parfois de me dire, ah tiens, pour tel corps de métier très précis, voilà que moi, je me retrouve à décortiquer des textes de loi et des décrets pour aider à les apprendre. Mais en fin de compte, je me dis, mais les gens qui sont engagés dans ce genre de métier, ils sont censés être plus qualifiés que moi pour lire des décrets. Donc, je me demandais un peu dans quelle Ouais. mesure est-ce que le public cible était réellement demandeur d'outils interactifs, en fait. Oui, c'est-à-dire que ça aurait pu être intéressant si c'était un outil de vulgarisation que tu développais.
Mais ça, j'en ai fait aussi, notamment pour les jeunes, et c'est très intéressant, mais voilà. On trouve un peu les deux, en fait, dans le domaine des Ouais. serious games. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, alors moi, ce qui m'a intéressé par rapport à ta série Mauvais sort, c'est que on a l'idée quand même que d'un tome à l'autre, on suit les mêmes personnages et donc euh, ouais, on suit une histoire, quoi, du Oui, tome 1 absolument. au tome 4. Et j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis demandé comment est-ce qu'on gère la trame dans ce cas parce que c'est vrai que souvent, au final, on a des one-shots. Et là, on a comme ça une. Alors, je vais peut-être pas dire grande épopée, c'est peut-être un petit peu exagéré, je ne sais pas. Mais vraiment une aventure qui se suit. Euh, et du coup, j'ai envie de dire, par rapport au choix narratif que tu fais dans les livres, est-ce qu'une certaine linéarité ne s'impose pas dans ce cas-là? Oui, alors c'est pas tout à fait nouveau non plus, parce que, après, moi, je connais très mal les livres dont vous êtes le héros historique, mais il y a quand même Loup solitaire, quand même la saga du prêtre Jean, donc je sais que ça existe, même si je connais pas très bien, en fait, tous les jeux traditionnels. Et moi, j'assume de faire des jeux qui sont assez contraints, en fait. Donc, du coup, il y a quand même si c'est des embranchements, même si en général, j'essaie qu'il y ait au moins deux grands chemins principaux, et souvent, j'essaie qu'il y ait deux fins différentes, deux fins victorieuses, et puis plein de paragraphes de fin où on perd, évidemment. Mais j'assume que c'est des jeux qui sont quand même fort directifs. Et pour gérer la progression, moi, je suis parti dans l'idée d'essayer d'avoir un personnage qui est vraiment complètement néophyte, en fait, et c'est ça qui permet d'avoir un peu de profondeur de champ et d'avoir un peu de longueur face à moi pour évoluer. C'est que j'ai pris un personnage qui est un crétin total au début, et donc du coup, ça lui laisse une marge de progression, et je peux progressivement montrer qu'il évolue, mais uniquement du coup dans l'écriture, en fait, parce que j'ai pas de fiche de personnage et je me méfie très fort, en fait, de cette logique d'incrémentation où on va finalement devenir un surhomme, et je pense que c'est assez néfaste, en fait, si on se trouve avec un personnage qui est en maîtrise par rapport aux événements qui lui arrivent. Ça devient très compliqué de faire vraiment du livre-jeu à embranchement à partir du moment où le personnage n'est pas tout à fait en danger, en fait. Donc du coup, j'essaye en réutilisant le même personnage, en réutilisant un peu, en faisant référence aux aventures passées, de montrer qu'il prend de la bouteille, qu'il commence un peu à prendre de l'expérience, un peu à se faire des contacts, à se faire un peu un nom dans les milieux de sorciers que je mets en scène. Mais à côté de ça, il n'y a pas de fiche de personnage, et j'essaye que chaque nouvelle aventure, en fait, remette le joueur dans une position de vulnérabilité, puisqu'on va trouver une situation différente face à laquelle il n'est pas préparé, quoi, avec des nouvelles créatures ou avec des nouveaux enjeux. Ah non, moi je confirme, franchement, je sais pas dans quel état il est, tome 1, mais tome 4, c'est déjà un bon gros loser. Alors si tome 1, il est en dessous de ça, je sais pas dans quel état il est le perso. Oui, et puis il y a une volonté aussi de faire un peu une ambiance polar où personne n'est très glorieux, en fait, dans ces aventures. C'est anti-héroïque, enfin, tel que je le conçois. Mais je confirme. Ah, mais je confirme totalement. Alors, c'est vraiment extrêmement dommage que j'ai pas mes potes belges là en ligne aujourd'hui, mais il faut absolument que je leur file ce bouquin parce que vraiment, je crois qu'on va rigoler. C'est c'est très très marrant d'un point de vue français du coup de lire ce livre-jeu qui est vraiment qui porte l'étendard de la guerre France-Belgique. Et il est extrêmement drôle. Voilà, j'ai beaucoup ri. Et c'est vrai que si le personnage est censé évoluer donc d'un tome à l'autre, et que tome 4, bon, il est vraiment pas glorieux, je pense que tome 1, ça doit être assez intéressant. Je vais regarder à quoi ressemble le personnage dans le tome 1, quoi. Je crois que ça Oui, très lentement, en tout cas. très J'essaie lentement. qu'ils soient moins terrorisés, en fait. Au début, tout le monde lui fait peur, tous les personnages sont antagonistes, et progressivement, ils sont un peu des amis. Je crois que c'est plutôt à ce niveau-là que ça évolue. Parce que forcément, c'est pas de la haute magie, on n'a pas des grands pouvoirs, on peut jamais vraiment avoir une vraie maîtrise sur son monde. Mais vu que c'est beaucoup des dialogues, et vu que c'est des choix multiples, en fait. Donc, d'un tome à l'autre, forcément, on rencontre les personnages, on apprend à les connaître et on se fait des alliés. C'est un peu en cela qu'on peut faire une progression, je pense.
Oui, sûrement. Enfin, on comprend. Après, je sais pas du tout quelle est ton idée pour le tome 5, mais fin du tome 4, on comprend que même si il n'a pas forcément compris tout ce qui lui est arrivé, il a quand même passé un cap. Je sais pas exactement lequel, mais parce que lui, je pense qu'il le sait pas non plus. Mais il a eu cette nouvelle expérience et très probablement que dans le tome d'après, ou peut-être encore celui d'après, euh, ça lui servira de... Ça lui servira, quoi. Il se dira, ah oui, mais par rapport à ce qui m'est arrivé la dernière fois, quand même... Oui, c'est l'idée, progressivement de le faire évoluer. Même si, en termes mécaniques, j'avoue que j'ai pas encore vraiment réutilisé, parce qu'on peut avoir des objets, des connaissances qu'on récolte et qu'on marque dans sa fiche de personnage au fur et à mesure des aventures. Et ça, j'ai pas encore vraiment osé les réemployer d'un tome à l'autre, parce que il faut quand même qu'on puisse quand même encore jouer séparément. Et puis, il faut qu'on puisse jouer 6 mois après en se souvenant de ce qu'on avait eu. Enfin, c'est un peu délicat. Donc, c'est toujours un peu aussi une page blanche. On peut toujours recommencer une nouvelle aventure sans avoir fait les précédentes. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas évident parce que du coup, tu comptes sur la mémoire du joueur et c'est vrai que tu peux pas forcément attendre de lui qu'il se rappelle tous les détails de tous les livres d'avant. Parce que autant quand je viens de jouer, voilà, je me rappelle, je me suis dit, ah oui, tiens, j'avais trouvé tel objet, et j'avais fait je sais plus quelle connerie avec, et ah oui, tiens, il m'était arrivé tel truc, et donc du coup, j'avais chopé telle affection, et donc du coup, ça m'avait posé tel problème. Mais c'est vrai que bon, au final, je sais pas si dans un an ou deux, je me rappellerai de tous les détails, et si je me rappellerai de tous les objets que j'ai eus, ou tous les problèmes que j'ai rencontrés, quoi. Oui, bah, il y a beaucoup de contraintes de format en fait. Donc du coup, moi, j'avais commencé cette série-là dans l'idée que ce serait des e-books, parce que j'ai commencé à publier dans la collection Rendez-vous 14 chez Walrus, qui faisait vraiment des livres-jeux en EPUB. Et donc du coup, je me suis adapté à ce format-là. Donc il n'y a pas d'aléatoire. Et la fiche de personnage est très minimaliste en fait. On note juste les blessures, on note les possessions, mais en général, c'est une douzaine de lignes par jeu. Et forcément, si mon médium, bah, c'était des jeux en HTML créés via Twine ou ce genre de choses, j'écrirais de façon très différente. Mais voilà, ça, il faut un peu faire des compromis sur comment diffuser, comment rendre le jeu accessible aux joueurs néophytes qui ont parfois des problèmes techniques parce qu'il y a quand même une timidité vis-à-vis des outils souvent auprès des lecteurs. Et je pense que c'est important d'essayer de réduire un peu ce biais-là et essayer d'avoir les jeux les plus ergonomiques possibles en fait. J'ai noté que en numérique, que ce soit, alors de ce que j'ai vu pour l'instant, hein, que ce soit dans les fictions interactives que j'ai vues sur Moaki ou Twine, ou les livres-jeux qui sont en EPUB, Kindle, on a des choses qui sont assez simples avec, bah, on a un paragraphe narratif avec à la fin, choisissez tel numéro, enfin, allez au numéro 130 ou allez au numéro 14 selon le choix qu'on fait. Là où effectivement, quand on a un support papier, euh, bah, on peut avoir davantage développé des énigmes et tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas tellement vu sur les supports numériques des, euh, des livres avec des énigmes, comme j'ai pu voir sur papier, notamment ben, dans les escape books comme La Marque de Cthulhu, où on a ben là, un bon paquet d'énigmes où il faut trouver la solution pour savoir à quel numéro de chapitre on a envie d'aller, quoi. C'est pas juste, bah voilà, cliquer sur le numéro 14. Non, c'est, bah au fait, t'as une énigme, ben tu sais quoi, démerde-toi si tu veux savoir dans quel chapitre tu vas après, quoi. Oui, absolument. Et moi, d'ailleurs, je suis en train d'abandonner en fait le terme même de livre-jeu parce que je me rends compte que ça crée beaucoup de confusion. Et donc, je pense que progressivement, je vais un peu essayer de remarketer mes œuvres comme étant des romans à embranchement, en fait. Mm. Parce que même techniquement, en fait, je me rends compte que mes e-books, ils sont distribués par un distributeur et ils se retrouvent sur différents sites de vente classifiés différemment. Et sur certains sites de vente, le fait que ce soit la littérature interactive, d'office, ils se retrouvent en littérature jeunesse. Alors que moi, j'écris quand même des choses pas toujours, euh, Ah, je pas toujours confirme, pour hein. les enfants. Non. Euh, et donc finalement, cette étiquette de livre-jeu ne convient pas du tout à ce que je fais et est tellement ambivalente aujourd'hui que moi, je ressens le besoin de clarifier et je pense que je vais plutôt me définir comme auteur de romans à embranchement à l'avenir. Mais ça rentrerait dans quelle catégorie du coup? Roman en branchement, ça se mettrait où?
Je ne sais pas du tout. Ah, Mais je pense en tout cas que ce que je fais moi vise plus un public de lecteurs qu'un public de joueurs. Et en tout cas, je sais que beaucoup de vrais joueurs sont déçus parce qu'ils trouvent que c'est trop directif, ils trouvent qu'ils sont trop contraints. Tandis que je pense que je peux plus intéresser des gens qui ont l'habitude de lire de la littérature étrange ou de la fantaisie urbaine, parce que c'est mes inspirations à moi. En fait, je suis pas un grand joueur. Par contre, je suis un grand lecteur, et donc du coup, je puise vraiment l'inspiration dans des livres, et je pense que c'est plutôt les gens comme moi qu'il faut que je vise comme public. hmm. Et justement, c'est quelque chose que je voulais vous demander un petit peu à tous, parce que j'ai regardé pas mal de bouquins et d'histoires interactives, et j'ai le sentiment que c'est vraiment un choix de l'auteur, quoi, de décider si il a vraiment envie de multiplier les trames, de faire, je ne sais pas, X fins différentes. En moyenne, vous avez l'habitude de faire combien de fins différentes et enfin, comment vous fonctionnez? Ben moi, en général, c'est une quinzaine de fins, donc soit une ou deux fins victorieuses et une grosse douzaine, 12, 13 fins où on échoue. En moyenne, je dirais que c'est plus ou moins ça. Euh, mon ordinateur vient de se mettre en pause, j'espère que je suis encore là. Oui, oui, tout à fait, on Oui, t'écoute. c'est Voilà, bon. c'est juste mon écran qui est devenu noir. Et moi, en fait, je me rends compte que j'ai tendance à faire beaucoup de paragraphes inutiles parce que ça rejoint vraiment mon processus de créatif, en fait. Si je suis venu au livre-jeu, c'est vraiment pour des raisons très pragmatiques, c'est parce que je ne savais pas écrire de roman. Et je ne sais pas gérer l'intrigue et le rythme d'un roman linéaire. En fait, je suis incapable, c'est assez ennuyeux. Et le fait d'écrire des livres-jeux, ça me force artificiellement à mettre des embranchements à la fin de mes chapitres, enfin à la fin des paragraphes. Et je fais un truc beaucoup plus rythmé grâce à ça. Et également, ça me permet de ne pas hésiter lorsque j'ai envie de caser plein de lore et j'ai envie de caser plein de choses. Mais du coup, dans le livre-jeu, je peux le faire et parfois je crée un sentier supplémentaire juste pour caser telle idée que j'avais, telle description que j'ai envie de mettre. Et j'écris de façon très égoïste en fait. J'écris comment ça fonctionne pour moi et j'écris en fonction de mes goûts aussi. Donc du coup, j'ai tendance à faire beaucoup de segments vraiment facultatifs qu'un lecteur sur 15 peut-être découvrira s'il fait vraiment tel choix assez improbable. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai envie de sortir ça de ma tête et j'ai un plaisir en fait à me dire que si j'écris un roman traditionnel, il faudrait que je sabre dans ces idées-là, il faudrait que je les supprime. Et parce que j'écris du livre-jeu, je peux me permettre de mettre des parenthèses à tel endroit ou de m'éclater à ce niveau-là. Dans certains de mes livres-jeux, j'ai mis par exemple des parties de jeux de cartes, donc des espèces de mini-jeux à l'intérieur. Et donc du coup, je consacre une quinzaine de paragraphes pour apprendre les règles du jeu de tarot et puis ensuite faire une partie. Si c'était du papier, ça prendrait énormément de place, ce serait vraiment un gaspillage. Mais dans le numérique, j'ai cette liberté de pouvoir vraiment amasser toutes les idées que j'ai envie de mettre et après le lecteur se débrouille et si ça l'ennuie, ben, il passe et si ça l'ennuie pas, ben, il lit. C'est une Ouais, espèce de liberté aussi. je me suis retrouvée à faire une partie de tarot sans en connaître les règles, c'était assez sympa. Dans le tome 3, j'explique les règles en fait. Oui, 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 moi, pas de chance, j'ai fait le 4. Dommage, hein. Ah. C'est pas de bol. La Et- loose. Ouais, la loose totale. C'est bon pour ta newsletter. C'est clair. Et pour les autres, du coup, comment... Oui, Gauthier? C'était une bonne stratégie commerciale pour te faire acheter le tome où les règles étaient expliquées. Mais grave. Mais de toute façon, il m'a vendu déjà qu'il fallait que je regarde le tome 1 parce que moi, quand on me dit, ah, au fait, ton personnage du tome 4, tu vois là, il avait déjà pris 4 XP par rapport au tome 1. Et ça me vend du rêve. Ça me vend grave du rêve. Parce il est quand même déjà assez bas sur l'échelle, hein, tome 4. Donc je me dis, waouh, tome 1, ouf, waouh. Tu te reconnais. Pas sur la consommation d'alcool quand même, parce qu'il a l'air d'avoir une descente meilleure que la mienne. Mais ceci dit, voilà. Et donc du coup, oui, pour le nombre de fins, j'aimerais bien avoir l'avis des autres. Quel choix vous faites par rapport à ça? Est-ce que vous développez beaucoup d'embranchements? Vous écrivez beaucoup de fins différentes? Ah, Be- moi, Betty? oui, Ouais. Betty, vas-y. Alors, pour ma part, comme c'est des projets un peu hybrides et qui sortent en papier,
On a fait le choix avec Larousse de pas, même si c'est un livre aventure, etc., il n'y a pas de moment où on peut mourir pendant le jeu et devoir reprendre plus tôt, etc. Donc au final, il me semble, je suis plus sûre que j'ai 4 fins pour enfants, donc une où c'est la réussite totale, une où c'est la loose totale, et 2 un peu entre les deux. Et ils ont le choix de recommencer au début s'ils veulent en prenant un autre type de personnalité ou en faisant plus attention aux énigmes, etc. Ou en Et trichant pour, et en revenant de paragraphe en ou en arrière. trichant, voilà, c'est ça. Et pour celui avec Hachette, donc qui est le jeu de drague, il y a trois love interest dans le livre, et donc j'ai fait 6 fins, 3 fins où la joueuse finit en couple et heureuse avec chacun des love interest, et 3 autres fins où elle préfère rester célibataire ou faire autre chose de sa vie qu'être avec les personnes en question. Donc ça fait 6. Et du coup, dans ces livres-là, c'est pas prévu qu'il y ait de suite, comme par exemple les bouquins de Julien. C'est à chaque fois, ce sera des one-shots? On n'en a pas trop discuté pour l'instant avec Hachette. Honnêtement, on l'avait potentiellement envisagé, mais comme c'est très business, je pense que ça dépendra des chiffres de vente du Ouais. premier. Et je vois pas trop comment c'est possible de faire une suite, sachant que t'as vraiment 6 fins Ouais, c'est totalement compliqué. différentes, quoi. Mm. À moins de... Ouais, je sais pas. J'espère que non, parce que moi, je l'ai pas prévu. Et Doublure, tu Mais voulais à dire voir. quelque chose? Doublure, tu voulais... Oui, pardon, j'avais mon fils qui venait me perturber. Moi sur les petits jeux que j'ai fait, j'ai pas calculé, donc je sais pas. Et comme j'ai pas planifié non plus les trucs à l'écriture, que je pars en freestyle, je sais pas trop. Mais en gros, j'écris comme ça vient, et puis je pars sur un embranchement qui me crée un autre embranchement, qui me crée un autre embranchement, et puis comme le logiciel Moaki est bien fichu, il me signale les embranchements qui n'ont pas de fin, donc du coup après je peux coller des fins heureuses ou pas heureuses. Et mais souvent c'est plus presque une autre histoire que juste une autre fin. Et est-ce que tu préfères les fins heureuses ou les fins malheureuses? Les deux sont bien, franchement, je prends plaisir aux deux. Ça dépend aussi de l'histoire. Par exemple, dans la fiction, Une galerie pour Sulimo, qui est dans un univers que je place plutôt c'est la plateforme Ensworld où j'ai créé mon livre à partir de laquelle j'ai créé mon livre pour enfants. Là, je me vois pas faire des trucs gore, tristes. C'est pour moi un peu le monde où tout il est beau, tout il est coloré, tout il est magique. Donc j'étais plutôt sur un texte qui présentait un petit peu l'univers. C'était plutôt une petite balade agréable et sympathique. Donc j'ai une fin où elle finit dans un volcan, mais sinon Ah, quand même. J'en ai fait qu'une, mais je l'ai soignée. Et sinon les autres c'est plutôt des fins heureuses. Ah, je vois Gauthier faire le malin, mais attends, dans la marque de Cthulhu, je te raconte même pas ce qui t'arrive, hein. Oui, mais c'est aussi le genre qui décide en fait. Attends, il a fait un truc sur Cthulhu, un truc sur un hôtel hanté, un truc sur les Mayas. Le truc sur les Mayas, il y a forcément des fins horribles. Tu dois te faire sacrifier sur... Qu'est-ce que tu dis, Gauthier, pardon? Confusion avec les Aztèques, les Mayas ne faisaient pas de sacrifice. Pas de sacrifice. Par Mince. contre, les Aztèques, ça y allait. Hein. Attends qu'il en fasse un sur les Aztèques, tu vois. Oui. Ça va découper dans tous les sens, quoi. Et du coup, je me posais aussi la question du choix de narrateur. Parce que j'ai vu pas mal de choses, donc les Aztèques cachés, bravo Nikolavitch, merci. J'ai pas osé la faire. Bah oui, mais lui, il est toujours présent, toujours là pour... Merci Nikolavitch. C'est beau.
L'un des traducteurs de Gallimard l'avait déjà faite. Mais il est là pour ça, il le sait. Voilà. Donc, merci. Si je peux me permettre de rebondir aussi sur la question des fins, Oui. j'ai l'impression en fait que dans le monde du jeu vidéo narratif, on va dire en général, il y a un certain traumatisme qui s'est fait dans les années 80 où les jeux devaient durer longtemps pour en donner pour leur argent aux gens qui achetaient ça une fortune à l'époque. Et du coup, on multipliait les fins de mort, les fins d'échec, avec même un côté totalement arbitraire et totalement assumé. Il y a des jeux, notamment je crois King's Quest, où si à un moment tu vois une pomme et tu la manges, et ben tu es bloqué pour le jeu et tu le sais pas avant. Enfin, en gros, tu rends compte une heure après que tu n'aurais pas dû manger la pomme. Alors que c'est complètement arbitraire et que le jeu ne t'a donné aucune indication. Mais c'était une tactique pour que les joueurs soient forcés de recommencer au début et finalement créer un jeu avec une durée de vie de je sais pas, 20 heures de jeu, alors que en fait, la majorité du temps, c'est on recommence du début et on gaspille une autre heure. Et depuis les années 90 et puis aussi récemment, il y a des jeux où en fait on ne peut pas mourir, où il n'y a pas d'échec. Et c'est assumé, c'est allez-y, explorez, vous ne pouvez pas mourir, il va se passer peut-être des choses différentes, dans un ordre différent, vous aurez des réactions différentes, des dialogues différents, mais vous n'arriverez pas à mourir. Et de façon, je crois, plus récente, notamment dans le mobile, il y a des gens qui se sont aperçus que à chaque fois qu'on faisait mourir sur un jeu de type c'est les jeux gratuits, les jeux casuals sur mobile, etc. Quand on fait mourir le personnage ou quand on est dans un état d'échec complet, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui disent ah bah c'est bon, le jeu il veut pas que je joue, je vais pas jouer. Et donc ce qui se fait plus, c'est des histoires d'embranchements alternatifs où on laisse une part au roleplay, c'est-à-dire on dit bah, les choix qui sont donnés, c'est plus est-ce que tu veux embrasser Pierre ou pas, est-ce que tu vas en voiture ou en moto, etc. Et puis essayer de construire un espèce de profil, un personnage un petit peu différent, ce qui fait que le narrateur il est un peu flou et on peut très bien donner une personnalité différente aux joueurs selon les embranchements qui ont été choisis. Et finalement, on a envie de refaire le jeu en jouant comme si on était un personnage différent. Typiquement, le joueur il va commencer en prenant tous les choix gentils, puis après il dit ah bah, je vais réessayer avec tous les choix méchants pour voir ce qui se passe. Mais il y a plus notamment sur les jeux mobiles, du coup que je commence à connaître, les fins abruptes où le joueur doit recommencer du début et perdre du temps, c'est des choses qui faisaient un petit peu tiquer les joueurs qui connaissaient pas trop le format. Et du coup, on fait plutôt à multiplier les fins dans le sens les parcours au sein de l'embranchement plutôt que d'avoir des branches un peu plus courtes que les autres, quoi. Ouais, mais Je sais pas si je suis clair. Si, tout à fait, mais du coup, je le vois davantage comme. C'est vrai que c'est une expérience joueur qui est très différente en fait, parce que c'est vrai que autant je comprends l'envie qu'on peut avoir à un moment donné de se dire voilà, j'ai envie de faire une aventure, mais j'ai pas envie voilà, de craindre la mort à chaque fin de paragraphe. Et en même temps, que ce soit là, les derniers que j'ai faits, c'était la marque de Cthulhu et la nuit du Somme. Ben, dans les deux, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, il y a un côté grisant à se dire aussi chaque décision peut amener notre personnage à la mort. Et j'en avais rigolé sur Twitter, mais voilà, j'avais posté un truc en disant, voilà, quand le livre te dit tu as atteint le premier point de sauvegarde, bah, c'est que tu te dis que ça y est, tu as multiplié les chances de pouvoir crever à chaque paragraphe. Il y a quelque chose d'assez grisant en termes d'expérience joueur. Mais en même temps, je comprends. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça multiplie les expériences joueurs possibles. Donc en ça, c'est Bah intéressant. d'ailleurs, si je peux me permettre, si tu te souviens quand on en a testé, notamment pour le concours Moi qui, ou quand on en avait fait tous un petit
on avait testé tous Moaki en streaming, là, sur le streaming, on avait tous fait en 1 ou 2 heures une mini-fiction interactive, et quand on testait après pour les découvrir, on se retrouvait soit à se faire buter, soit à se faire arracher un membre, soit à buter quelqu'un sauvagement au 3e choix, et c'est vrai que ça, après, quand on avance dans la suite du jeu, on se dit, alors attention, mesure bien ton choix, parce que là, tu pourrais encore te retrouver à assassiner sauvagement quelqu'un qui a rien demandé. Donc ouais, mais je pense qu'il y avait aussi l'effet de groupe peut-être qui jouait, où on faisait les choix tous ensemble et où on se disait, attends, là, qu'est-ce qui va se passer? Ça tourne mal et tout. Mais oui, le danger qui plane, ouais, ça rend le truc plus Ah oui, on avait beaucoup ri. excitant. On avait beaucoup Plus ri. excitant, mais c'est vrai que ce côté parfois mort arbitraire toutes les 5 minutes et où il faut tout retaper alors que t'as, comme tu disais avec ton exemple, où rien ne t'a indiqué que ça pouvait être dangereux, ça peut aussi quand même décourager. Mais c'est ça aussi, je pense, qui est différent avec le format livre, c'est que de ce que tu dis, Céline, c'est des choix qui individuellement peuvent. On arrive à un point, en gros, si on fait le mauvais choix, on meurt, mais au moins on sait pourquoi. Alors qu'avec notamment le jeu vidéo, comme l'ordinateur peut stocker tout un tas de variables que tu connais pas, mais un peu dans ton dos, est-ce qu'il a mangé la pomme, est-ce qu'il a machin, ou même est-ce qu'il est allé assez vite. Est-ce qu'il est arrivé assez vite au château ou est-ce qu'il a perdu du temps en chemin? Il y a des fois ou des situations où vraiment on ne savait pas pourquoi et c'est parce que 3 heures avant on avait fait un choix et on nous avait pas dit, mais j'ai envie de dire, si on a un choix qui est là devant nous et on décide de prendre le premier et puis on meurt, au moins on sait pourquoi. Mais si, imagine un livre-jeu qui, le premier choix, t'as en gros un bon choix et un choix qui te mène à la mort, et le choix qui mène à la mort, il continue encore pendant 200 paragraphes. Et à la fin, il te dit tu meurs et t'as aucune autre solution. Là, on jette le livre, c'est forcé. Okay. C'est raide, ouais. Oui, ça c'est sûr que ça fait un petit peu beaucoup. Mais effectivement, je trouve que les choix, c'est ce que tu disais, les choix arbitraires comme ça, enfin, les morts arbitraires, c'est difficile à gérer dans n'importe quel contexte en fait. Je trouve que même dans celui du jeu, qui soit pas dans le cadre d'un livre, on ressent une véritable injustice en tant que joueur, quoi. Enfin, moi je sais que c'est le cas. Maintenant, après, ça me dérange pas de faire face à la mort de mon personnage si je sais que j'ai pris un risque. Que je me suis dit, bon ben voilà, moi on m'avait prévenu, on m'avait dit, voilà, si tu fais ce choix, peut-être il va se passer un truc moche, mais peut-être pas, tu sais pas. Et je me dis, bon, ok, je prends le risque, mais je le fais sciemment. Donc c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Moi, le côté arbitraire comme ça, je trouve que c'est pas forcément un bon choix narratif. Je me souviens dans un des jeux qu'on a testé, ça intervient tout de suite, c'est un peu arbitraire. Franchement, tu peux pas forcément t'attendre à te retrouver à buter quelqu'un au choix d'après. Mais le côté comme ça intervient tout de suite et pas, comme tu disais, 200 paragraphes plus tard, le côté surprenant, il rendait quand même le truc assez fun. Parce que c'était immédiat, quoi. C'est vrai, mais je pense que là, c'était un truc qui était fait pour te mettre dans l'ambiance. Et comme tu tuais quelqu'un, tu vois, ça t'amenait pas à ta mort à toi. Du coup, si c'était quelque chose ça qui te avait mettait des dans une conséquences. position. Ouais, ça compliquait juste ta position pour la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on avait été surpris, je me souviens quand même. Ouais, on se retrouve à planter au 3e choix, à planter un couteau dans le cou de quelqu'un comme ça, c'était violent. Oui, carrément. C'est vrai que ça allait un petit peu vite à ce niveau-là, quoi. Après, je trouve que l'avantage du support, hein, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des règles plus ou moins complexes. Je trouve que selon qu'on fait le choix dès le départ d'être ou pas sur du papier, nous permet d'avoir des règles plus complexes. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Je sais pas si c'est quelque chose que... Oui, tout à fait. Oui.
Parce que du coup, enfin, après, je sais pas, parce que ceux qui font de la fiction interactive, vous pourrez peut-être me dire un petit peu plus, mais il me semble que dès qu'on est dans du numérique, ce que je disais tout à l'heure, ben on a juste au final une option d'aller là ou là, et, mais pas plus que ça au final. On n'a pas des énigmes ou des trucs à déchiffrer, ou, enfin, et on fait juste des choix. Alors qu'au final, sur papier, ben, on peut être confronté à des énigmes à déchiffrer, des puzzles, euh, je sais pas. Donc du coup, j'ai le sentiment, ou même carrément avoir bah, une fiche de personnage avec des règles pour définir comment est son personnage, avec vraiment un aspect du coup beaucoup plus jeu de rôle sur table, comme les anciens livres. Et j'ai le sentiment qu'on n'a pas forcément ça en fiction interactive. Sauf peut-être sur l'outil dont parlait, je sais plus si c'était Double Ursillo ou si c'était Hugo. Ouais, avec l'analyseur syntaxique, là, il y a des énigmes, tu peux faire comme des donjons, et puis il faut déverrouiller ta salle pour pouvoir avancer, trouver le trésor. Je dirais Donc, même, c'est ce genre de jeu qui est synonyme. Enfin, les gens jouent au jeu où on peut taper des commandes uniquement, enfin pas uniquement, mais pendant longtemps, c'était les énigmes qui étaient le truc prépondérant. Et c'est pas juste des histoires de clés. Enfin, on peut avoir des énigmes avec transporter des seaux pour mettre dans un mécanisme, machin. On peut avoir des choses à déchiffrer ou un code secret à taper. Mais je dirais le fait qu'on puisse taper n'importe quoi, ça donne la liberté et du coup ça donne la possibilité de dire ben voilà, trouve la solution à une énigme. Mais ça se voit aussi dans certains jeux, notamment écrits en Twine, où on peut explorer en cliquant sur des liens, et puis il y a aussi un gros bouton, taper le code, et puis là il y a un champ de texte qui s'ouvre, et puis il faut taper le bon code pour avancer. Mais c'est pas, je dirais, le fait qu'il n'y ait pas énormément d'énigmes sur les jeux où on peut cliquer sur des liens, et je dirais aussi c'est la jeunesse du genre. Je pense que on n'a pas encore rattrapé toutes les possibilités qui sont offertes par le livre-jeu et le livre papier, parce que c'est un genre qui est un peu plus ancien. Et puis aussi parce qu'il y a d'autres possibilités avec lesquelles on peut jouer, et ça c'est pas forcément basé sur ça. Je sais qu'il y a quelques jeux qui ont essayé des choses différentes. Il y a une autrice dont je vais écrire le nom, mais qui est anglophone. Je vais écrire le nom dans le chat, qui s'appelle Porpentine, qui a fait des jeux où il y avait vraiment des énigmes juste à base de liens. Je pense que la stratégie c'était de donner suffisamment de paragraphes pour qu'on soit complètement perdu. Et l'énigme, c'est un peu de trouver le chemin à travers les paragraphes. Et elle a aussi fait un jeu où, au fur et à mesure que le jeu progresse, on doit dessiner un tatouage sur son bras. C'est-à-dire, elle dit vraiment, bah, prenez un stylo, dessinez un symbole qui représente ceci, cela, etc. Et à la fin, on a un tatouage sur le bras. On doit l'interpréter comme on veut. Je crois qu'on peut même éventuellement prendre une photo. Mais vraiment, elle a essayé de casser un petit peu le côté juste cliquer sur des liens. Mais il y a encore peu d'auteurs qui le font. Oh, c'est super intéressant. Ouais. Je vais mettre le nom du jeu. Artiste de nouveaux médias. Elle est présentée comme artiste de nouveaux médias. Ouais, elle s'est un petit peu éloignée, je pense, du milieu du livre-jeu. Après, je trouve ça intéressant l'idée de Julien de vouloir présenter ses livres comme étant des romans à embranchement. Et donc, du coup, parce que c'est vrai que du coup, moi, j'ai parlé de livre-jeu d'une manière extrêmement générique, mais je me rends compte que vous faites quand même plus ou moins tous la différence entre ce que vous appelez donc le livre-jeu, les livres à énigmes, le roman à embranchement. Potentiellement, ce sont des choses qui sont différentes. Non?
En tout cas, moi, je perçois vraiment qu'il y a un désintérêt de la part d'un certain public pour ce que je fais et que je comprends bien, hein. Mais par exemple, le public des livres-jeux, enfin, livres dont vous êtes le héros, type défi fantastique en papier, n'est pas du tout réceptif en fait aux livres-jeux numériques parce que il ne retrouve pas cette logique de fiche de personnage, de point de vie, de combat au dé. Et moi, j'ai abandonné en fait d'essayer de promouvoir mon travail auprès de ce public-là parce que je sens que voilà, c'est pas leur truc et j'ai pas envie de m'imposer. Et donc, jusqu'à présent, j'ai vraiment marketé mes œuvres comme étant des livres-jeux, c'était le terme générique que j'employais. Mais je vois aussi les limites de ça et je pense que je vais vraiment orienter vers peut-être pas une marque plus spécifique, mais essayer un peu de clarifier pour ne pas tromper les gens, pour essayer de trouver mon public sans que les gens soient déçus et n'abandonnent en cours de partie, quoi. Et toi, Gauthier, quelle définition tu as, toi, du livre-jeu? Parce que tu faisais la différence entre livre-jeu et livre à énigmes. Euh, c'est pas strictement la même chose, mais disons que ça se recouvre en partie. Le livre à énigmes, forcément, il a des mécanismes qui vont ressembler au livre dont vous êtes le héros, hein. En fait, dans les deux cas, c'est du livre-jeu. C'est un livre qui se joue et c'est un jeu qui se lit. Après, c'est vrai que c'est pas les mêmes mécanismes totalement, hein. Les livres dont vous êtes le héros, c'est un lien explicite la plupart du temps. Sauf quand, éventuellement, bah, dans un défi fantastique, puisqu'on en parlait à l'instant, tu as un message à déchiffrer, un message codé, et le message te dit en toutes lettres d'aller au paragraphe numéro tant. Et le livre à énigme, en fait, il généralise ça. Tu dois systématiquement trouver à quel endroit te rendre pour la suite. Parce qu'il y Je a sais pas si ça des... répond à la question. Si, mais il m'a semblé qu'il y avait quand même aussi des livres qui étaient assez hybrides et qu'il y en avait beaucoup. Hybride des deux genres, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire qui mélangent les énigmes et le concept de roman à embranchement. Et donc tu peux pas le placer ni dans une catégorie ni dans l'autre. Et que c'est plus Alors, du livre-jeu au sens générique du terme. roman à embranchement qui en même temps sera un roman à énigme, j'ai pas forcément d'exemple en tête. Tu penses à quelque chose de précis? Non, j'en ai vu tellement. Là. J'avoue que j'en ai lu tellement ces derniers jours que je ne sais plus trop, mais Tous mes... euh, là, le dernier, c'est beaucoup plus du roman à embranchement d'ailleurs, celui que je suis en train de regarder, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est contrairement au livre de Julien qui est très drôle, c'est un livre qui commence à vous coller le bourdon dès le premier paragraphe. Non, même pas, même avant en fait, hein. Après la page titre, déjà il y a des trucs. Et la couverture, en fait. Alors non, parce que alors, la couverture est très colorée. Moi, j'ai pensé que ce serait un bouquin qui serait drôle. Et c'est vrai que quand je l'ai commencé, je me suis dit, waouh, il faut pas commencer ça quand on est au bord de la dépression, hein. Voilà, il faut pas. Je vous ferai un petit content warning, puisque c'est d'actualité, sur ce livre. Je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, Ouais, non, je sais pas trop. J'ai le sentiment que, au final, on utilise le terme livre-jeu sans pour autant. Enfin, moi, je l'utilise de manière tout à fait générique et que je mets un petit peu tout dedans sans trop me poser la question. Je pense que c'est un terme générique en fait. Mais vu que depuis quelques années, l'offre a beaucoup augmenté, on est un peu serré dans ce terme générique et ça devient important de pouvoir se différencier, de pouvoir un peu trouver son public. Mais je pense qu'il est exact de dire que tout ce qu'on fait nous tous, c'est du livre-jeu, puisque comme le dit Gauthier, c'est un livre qui joue ou un jeu qui se lit. Donc c'est du livre-jeu, mais on peut essayer de créer des sous-catégories pour mieux s'y retrouver entre nous et que nos lecteurs surtout s'y retrouvent mieux. Oui, le livre dont vous êtes la victime et t'as aussi le livre dont vous êtes l'assassin. Il y a... Je sais pas si c'est la même collection d'ailleurs. Je crois que c'est peut-être les éditions Nova qui font ça, je suis pas sûre. Les éditions Nova, elles font le livre dont vous êtes le chargé de mission, le truc dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il faut pas faire si on est un peu borderline et sur le point de tout plaquer dans sa vie. D'accord. Parce il est quand même assez dur. À moins que, je sais pas, à moins qu'il ait été écrit. Enfin, moi, je me dis qu'il a été écrit par quelqu'un qui est vraiment sur le point de tout plaquer dans sa vie, quoi. Je ressens ça un petit peu.
Ouais, Euh, un exutoire. ouais, bah c'est pas compliqué. Le titre c'est Burnout. Le livre, donc Ah vous bah êtes oui, chargé de bah mission. c'est... Voilà, D'accord. ça donne le ton, hein. Le ton est donné tout de suite, ouais. Ah oui, oui, oui. Et puis alors tu dis qu'il est donné tout de suite, il est vraiment donné tout de suite. C'est-à-dire D'accord. on a des petites citations avant même d'avoir commencé l'aventure qui te mettent bien. Qui te plombe direct. Ah ouais, ouais, grave. C'est assez. Tu vois, enfin, il y en a une qui est drôle, hein, celle d'avant, elles le sont pas forcément, mais quand il dit quand on est petit, on rêve de devenir astronaute pour finir dans un open space. Cédric de la Conta. Bon, celle-là, c'est celle qui est drôle. Désabusé. Ouais, Total désabusé. désabusé. Total désabusé. Et c'est vrai que le livre est assez difficile à encaisser si vous êtes dans une mauvaise passe, quoi. Donc, lisez-le quand vous êtes très, très, très heureux. Voilà. Pour ne plus l'être. Non, non, ça va, parce qu'après, t'es capable d'encaisser, je pense, tu vois, quand t'es bien. Ouais. Mais si t'es pas bien, je pense que ce livre, il te donne des mauvaises vibes, vraiment. Il est Ça dangereux. dépend si t'es trop empathique et tu souffres avec le personnage après. C'est possible. Moi, j'avoue que j'ai eu des bouffées d'angoisse. Enfin, le premier paragraphe, le truc numéro 1, là, bim, il m'a coupé les pattes, quoi. J'étais vraiment, je me D'accord. sentais mal pour le pauvre garçon. Je me disais, mais je sais pas, fais quelque chose, va-t'en, plaque tout, je sais pas, va élever des chèvres dans le Larzac, j'en sais rien. Oui. Enfin, il faut prendre une décision à un moment donné, quoi. Voilà. Mais il n'y avait pas cette option dans le livre, donc je pouvais pas. Dommage. À la fin, peut-être, à la fin, je sais pas. À la fin, il faut que j'aille jusqu'au bout pour voir. Là, j'en suis au stade où il a une mission complètement pourrie et que il y va quand même et on va voir quoi, on va voir où ça nous mène. Voilà, voilà. Et je voulais parler un petit peu de la création d'énigmes. Je pense que là, c'est surtout une question pour Gauthier. Je sais pas si. Est-ce que Betty, toi, tu mets des énigmes dans les livres que tu as écrits là, qui vont sortir? Est-ce qu'il y a des énigmes? Ouais, il y a des énigmes. Oui, oui, oui. C'est pas moi qui les ai toutes écrites, mais la plupart, oui. Parce qu'il me semble que Gauthier, par contre, c'est toi qui fais les énigmes. Oui, bien sûr. Que même tu postes des trucs sur Twitter et tout, dire ah Ouais, il tiens! demande des fois même de l'aide. Des fois, quand j'ai des hésitations, ça peut m'arriver effectivement de soumettre à la communauté pour savoir ce que les gens en pensent. Et quand vous faites des énigmes, euh, comment vous mettez ça en place? Comment ça fonctionne de créer des énigmes et où est-ce qu'on place le curseur de la difficulté? C'est l'improvisation permanente, l'invention d'énigmes, où chaque énigme c'est neuf. Tu es face à ton écran et tu es en train de te casser la tête et parfois la solution te vient de la manière dont tu t'y attendais pas. Et comment tu places le curseur de la difficulté, bah, tu t'y arrives pas. Toi-même, Mm. ton énigme te paraît toujours claire et logique. Et donc le mieux, c'est soit de la reprendre avec beaucoup de temps, mais souvent quand tu es dans la commande, bah, tu peux pas, quoi. T'as une deadline, hein. Soit il faut le Mm. faire essayer par quelqu'un d'autre si tu peux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le mieux, c'est de le faire tester, quoi, au final. Ouais. Mm. Ensuite, le nombre de testeurs d'énigmes étant en quantité finie, au bout d'un moment, on peut pas tout le temps débarquer avec une nouvelle énigme, quoi. Donc, Oui. Puis bon, j'imagine aussi que c'est intéressant aussi parfois de reprendre des systèmes qui sont connus des joueurs. Oui. Et parce que bon, au final, enfin moi je sais que j'apprécie de retrouver des systèmes d'énigmes que je connais. C'est pas pour autant que je vais arriver à résoudre l'énigme, hein. Ça veut dire que je comprends le système, le fonctionnement, mais je vais quand même me casser la tête pour trouver la solution parce que les données seront différentes. Donc j'imagine qu'il y a aussi peut-être un savant mélange à faire entre rechercher de nouvelles choses et en intégrer des connus avec de nouvelles données. oui, hein, bon, faut un petit peu laisser le joueur avancer sur des choses qu'il maîtrise facilement. Quand une charade, c'est fastoche. Les énigmes se basent sur du vocabulaire, euh, le joueur voit généralement très vite où tu vas en venir, hein. Qu'est-ce qui commence la nuit et qui finit le matin? Ce genre d'énigme, tu vois que ça se base sur le mot nuit et le mot matin.
Qu'est-ce qui commence le mot nuit? N. Qu'est-ce qui termine Je le mot t'ai, nuit? ouais, je t'ai détesté sur celle-là. Mais tellement parce que je me suis dit, il a pas osé faire ça. Et en fait, si. Alors écoute, dans la détestation, c'est le genre de devinette que nous pose tout le temps à nos collègues au boulot. Alors, je souffre davantage que Ah toi. ouais, je vois, d'accord. Condoléances, ok. J'ai rien dit. Et je sais plus de quoi on parlait des typologies d'énigmes. Ouais. Pour le lecteur, il voit généralement assez vite ce que c'est, si c'est un code secret, si c'est une énigme de vocabulaire, si c'est une charade, s'il faut chercher des chiffres cachés dans la phrase. Mais ensuite, effectivement, à chaque fois, il faut qu'il trouve l'astuce typique à cette énigme-là. Oui, c'est vrai. Dans la marque de Cthulhu, il y en a quand même 2-3 qui sont bien méchantes. Hein. Qui sont... J'étais dans le zèle du débutant, dans le zèle du néophyte, et donc j'ai tout donné. Tout. Ouais, ça se sent. Il y a vraiment, il y en a, elles sont velues. Est-ce que le livre fournit les solutions ou des indices si jamais le joueur bloque? Alors, tu as une page d'indice à la fin qui normalement est supposée te soulager des plus grosses énigmes, les plus difficiles, comme celle du mur à la fin du chapitre 3. Sur les réseaux sociaux, je suis très réactif et sur le forum La Taverne des Aventuriers, j'ai posté, sous balise spoiler, j'ai posté les solutions d'à peu près toutes les énigmes. Je les ai aussi fournies au site livrejeu.fr. Donc en fait, tu tapes sur Google, tu trouves quoi. D'accord. Mais ça, c'est une pratique que toi tu as ou qui est généralisée dans le... C'est une pratique que moi j'ai tenté de convaincre les autres collègues de faire pareil, mais souvent ils n'ont pas très envie. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que quand tu as fini d'écrire le bouquin, tu veux plus en entendre parler tellement t'en Ah. as marre des énigmes. Et après revenir dessus, bah, souvent tu te rappelles plus. Les mecs, ils savent même plus les solutions de leurs énigmes. C'est ça que tu dis? Ils savent comment chercher, mais ils ont plus le détail, ils ont perdu ils ont balancé le brouillon, quoi. Donc faut qu'ils réfléchissent autant qu'un lecteur. Mais il faut qu'ils préparent leur page d'indices au fur et à mesure. Alors c'est ce que j'ai fait pour le secret des Mayas, j'avais écrit la solution au fur et à mesure. Ouais, c'est le plus simple en fait. Non, parce Dans que les- c'est vrai que... Si... Pardon, excuse-moi. Hugo. Vas-y. Non, bah j'allais dire que si on bloque sur une énigme et qu'on n'y arrive vraiment pas, bah le jeu, enfin on arrête le livre quoi. Donc ça peut être dommage. Souvent comment dirais-je, le cadre, tu devines quand même plus ou moins vers quelle page l'énigme peut t'envoyer. D'accord. Donc au pire, tu sais où Tu aller, triches. tu sais pas comment tu étais supposé y arriver, mais tu sais comment ça peut être. D'accord. Ben, en Ouais. fait, surtout dans le livre papier, à force de le feuilleter, et c'est là que je voulais en venir aussi, à force de le feuilleter, tu vois des choses que t'es pas censé voir. Je trouve que ça, c'est peut-être, et pourtant moi j'aime le papier, mais je trouve que c'est un truc qui gâche un petit peu l'expérience du joueur lecteur. C'est que comme tu manipules l'objet et que tu dois passer manuellement d'un paragraphe à l'autre et que tu cherches tes paragraphes, parfois tu vois des choses sans vouloir tricher, hein. Tu tombes dessus et tu fais pas gaffe, quoi. Et parfois ça peut un peu gâcher l'expérience et te montrer des choses que tu aurais préféré ne pas voir. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi. Et c'est en ça que parfois je préfère la version numérique parce que on est moins confronté. Ça veut pas dire qu'on n'est pas confronté, hein, parce qu'on peut parfois tourner la page sans l'avoir voulu, mais ça limite quand même vachement ce genre d'expérience, quoi. Et c'est dommage parce que voilà, sur le livre papier, comme on doit feuilleter sans arrêt, aller et venir, on a tendance à se spoiler un peu tout seul, quoi. Moi, en fait, j'ai un retour de lecteur exactement inverse, en fait. Donc moi, dans mes livres-jeux numériques, j'emploie beaucoup des objets ou des connaissances, et donc du coup, ça se présente sous la forme, une petite phrase. Si vous possédez l'objet botte de carotte, allez au 52, sinon allez au 37. Et j'ai plein de lecteurs en fait qui me disent que ça c'est formidable parce que ils sont toujours surpris, ils se disent mais comment est-ce que j'aurais pu avoir une botte de carottes, où est-ce que j'ai raté ça, et ça leur donne envie en fait de recommencer et découvrir un peu tout ce qui est facultatif, tous les autres embranchements. Ah oui, Et j'avais fait un test via Twine, donc d'automatiser ça pour essayer de faire une version en ligne d'un de mes livres. Et tout de suite, on perdait en fait ce charme-là parce que même si techniquement c'est plus immersif parce que du coup alors forcément ce qu'on n'a pas vu on l'a pas vu, mais il manquait un peu ce charme-là du livre-jeu qui fait que
par les indications, on se rend compte en fait de l'étendue de l'aventure et ça crée un plaisir et une curiosité pour découvrir le reste, quoi. Ça, c'est un défaut que j'ai très souvent eu. C'est une vraie problématique dans les jeux numériques comme ça, et de comment est-ce qu'on communique au lecteur la taille du jeu, la variation, le nombre de variations. Parce que quand on a un livre physique dans les mains et qui fait 600 pages, on sait qu'il y a énormément de choses à voir et à y faire. Mais quand on démarre un jeu, c'est pas forcément facile de le voir. Et je sais qu'il y a un éditeur américain qui s'appelle Choice of Games, où eux, ils ont pris le parti d'avoir des choix qui se débloquaient que si on avait telle compétence ou si on avait fait telle chose. Et ces choix-là, si on ne peut pas les choisir parce qu'on n'a pas la bonne compétence, ils sont quand même écrits dans la liste des choix, mais ils sont barrés. C'est-à-dire, on voit qu'on a 2 choix, on aurait pu en avoir un 3e si jamais on avait eu la botte de carotte. Mais c'est pas une option par défaut de Twine, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont dû construire dans leur moteur, mais justement parce que leurs jeux sont énormes en termes de nombre de mots, en termes de contenu, et ils savaient pas exactement comment communiquer aux joueurs qu'il y a d'autres choses à trouver, il y a d'autres façons de faire, on peut revenir au début et faire d'autres choix et avoir ce choix-là qui se débloque à ce moment-là. Mais je trouve que sur la version numérique, justement, ça fonctionne ce que tu as fait, Julien, parce que tu as ce truc-là. Moi, je suis tombée sur des paragraphes où à la fin, il y avait si vous avez l'affection, machin, ou si vous avez l'objet truc, allez à tel paragraphe. Et effectivement, ça m'a fait exactement ça, de me dire, bon sang, mais comment est-ce qu'on peut avoir ça? Ou qu'est-ce qui peut bien se passer pour que le mec perde sa godasse? Et voilà. Et c'est vrai que j'ai trouvé que même sur la version numérique, ben, ça marchait, parce que tu l'avais mis de cette manière-là, à la fin du paragraphe, si vous avez l'objet truc, ou si vous avez l'affection, machin, allez à cet endroit-là, ça éveille la curiosité. Sans pour autant me spoiler sur le reste. Ouais, mais justement, c'est un choix d'écriture Ouais. d'écrire le choix, même si le joueur ne l'a pas. Parce que il est très facile juste de faire un test informatique et dire, bon, bah, ça se voit, il n'a pas l'objet, je vais même pas lui proposer le choix. En fait, si, il faut proposer le choix, mais il faut le barrer. Il faut dire, bah, tu peux pas aller par là parce que Oui, t'as pas la botte de carotte. ouais, Et c'est c'est ça, ça qui ouais. éveille la curiosité de l'auteur. Mais il y a plein de livres de fiction interactive numérique qui n'affichent pas le choix si on n'a pas le bon truc, et c'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai qu'après, moi, j'ai testé que Moiki, donc qui est quand même assez simple, même si je crois, je suis pas bien sûre, parce que j'ai vu qu'il y avait eu plein d'évolutions récemment, mais je crois qu'il y a la possibilité d'avoir un inventaire maintenant. Je confonds avec autre chose, Oui, peut-être. enfin, non, tu peux trouver des objets en jeu. Et du coup, tu peux maintenant, enfin, il y avait déjà un petit peu, mais il l'a développé encore, il l'a amélioré. Et oui, tu peux mettre quand même des énigmes du coup par rapport à d'autres, par rapport à avant où c'était juste à choix, à lien. Et oui, tu peux pas avancer si t'as pas trouvé tel objet. Et du coup, t'es renvoyé à, t'es renvoyé au paragraphe en fait où t'avais le choix à faire. Hmm. D'accord. Après, est-ce que c'est vraiment un inventaire Bah, C'est tout à plus, fait. ouais, t'accumules les objets nécessaires, Ouais, à la pour déverrouiller progression, des quoi. trucs, ouais. Hmm. Voilà. Je vois, je C'est vois. plus des clés métaphoriques, quoi. Oui, c'est ça, ouais, ouais, en quelque sorte. Bah super, on arrive un petit peu au bout là. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que, avant de se quitter, vous pourriez donner quelques lectures, proposer quelques références de livres ou de fiction interactive que vous avez aimé et que voilà, vous voulez partager? Il y en a tellement. Bah, du coup, comme je suis la plus noob de tous et de toutes, et que je suis pas grosse lectrice de ça, moi je recommanderais la fournée du concours de cette année sur fiction interactive, parce qu'il y a vraiment de très bons jeux, très bien écrits, très ludiques, très. Il y en a où c'est poétique, il y en a où c'est plutôt fun, il y en a où c'est plutôt. Il y a aussi le côté graphique et tout, donc ouais, moi je vous inviterai à aller
à aller tester les jeux du concours. Moi, je vous ai mis Il une reste petite quelques sélection. jours. Il reste quelques jours. Un petit Il truc reste vite fait quelques comme jours. ça. Voilà, moi, je vous ai mis une petite sélection. Le livre dont vous êtes le méchant. On incarne un personnage qui fait une émission de télé-réalité. Ensuite, il y a La Bibliothèque infernale, qui est assez intéressant sur l'aspect narratif, puisque c'est le livre qui vous parle. C'est assez intéressant. Après, j'ai mis la romance dont vous êtes l'héroïne. Je trouve ça rigolo qu'ils aient fait. Je rebondis justement sur ce que Betty est en train de faire. Donc ça s'appelle La romance dont vous êtes l'héroïne. Je sais pas trop. L'as-tu lu? Je suis en train. J'ai commencé D'accord. pour voir. Ça me rend curieuse parce que c'est en plus encore écrit par un homme, donc ça m'intéresse. Eh ben, Ça justement. m'interrogerait. Eh bien, ça m'a interrogé aussi. Donc tu vois, je suis en train de le lire. J'ai à peine commencé, donc voilà, pour l'instant, je peux déjà regretter le premier choix qui est un peu tout l'un ou tout l'autre. Mais voilà, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu de nuance, mais comme bon, je suis vraiment qu'au début, je vais pas me prononcer sur la suite. Et Un Je vais homme qui m'abstenir écrirait d'être des sarcastique. personnages féminins sans nuance, je comprends pas. Voilà, j'allais dire, je vais m'abstenir d'être sarcastique, mais Bettine, c'est pas Voilà. vrai. j'ai dit que C'est j'attendais un curieux, peu. ça n'arrive jamais. Non, vraiment. J'ai dit que j'attendais avant d'être méchante, d'accord? Ouais, Voilà. d'ailleurs, il faut plus de femmes dans la fiction interactive. Oui, c'est vrai. Ah bah, là, on a quand même, on est pas mal aujourd'hui là, hein? Oui, mais parce que c'est toi qui a fait la sélection. Voilà. Bah, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, d'autres qui m'ont dit non, quoi. Donc, tu vois, j'ai pas Non, tout mais mesuré quand pour même. te montrer en proportion sur le concours de cette année de fiction interactive, il y a 10 jeux en compétition et il y a 2 jeux faits par des filles. Ah, c'est dommage. Et donc, je vous mets le dernier, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, si vraiment vous voulez le tester. Donc, Burnout, le livre dont vous êtes le chargé de mission. mais alors vraiment, prudence. Je vais pas le tester en ce moment, perso. Mais... Voilà, n'y va pas tout de suite. Voilà. Si jamais vous vous sentez un petit peu tristounet, tout ça, n'y allez pas. Voilà. C'est ce que je pourrais vous conseiller. Mais je trouvais ça Moi, c'est intéressant. mon état permanent. Alors, du coup, je le lirai jamais. Super. Mais après, n'hésitez pas, hein, si vous avez des œuvres à conseiller, des liens à donner. On a toujours notre fan là. Non, le fan est parti, mais bien sûr, il vous aurait conseillé le kebab hanté, bien sûr. Voilà, je le dis, je passe le message du coup. On dirait une énigme, le kebab hanté, le kebab hanté. Oui, voilà, exactement. Un grand classique du genre. Et non pas en L. C'est ça en fait, le kebab hanté et non pas en L. C'est ça qu'il faut, Le kebab qu'il faut en dire. L. Ouais. En L. Et sinon, plus haut, j'avais mis les liens des deux jeux que j'avais de doublure stylo. Où est-ce qu'ils sont cachés un petit peu plus haut? Je remonte le fil. Une galerie pour Soulimo et La peur au ventre. Vous avez les liens là dans la discussion un petit peu plus haut. Et puisqu'on parle du kebab hanté, de Laurent Pandarias, donc le créateur de Multivers, Aventurier Intérimaire, il y a un truc qui est très chouette, mais je ne suis plus sûr s'il est encore diffusé, parce que c'était chez Via Fabula qui a fait faillite apparemment. C'était Ghislain, ou Ghislain, ça dépend comment vous prononcez, Aventurier Intérimaire. Et ça, c'était une aventure sur smartphone qui était géolocalisée en fait. Et c'était super bien fait parce que les descriptions varient en fonction de si on le joue dans une grande ville, une ville moyenne ou à la campagne. Et ça varie aussi en fonction de la météo. Donc, s'il pleut là où vous êtes quand vous jouez au jeu, les descriptions montrent qu'il pleut. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont encore sur les Play Store parce qu'apparemment, éditorialement, ça n'a pas très bien tourné. Mince. Ouais, c'est dommage. Je crois qu'il est disponible en tout cas l'année dernière. Mais oui, Via Fabula avait toute cette idée d'avoir des jeux où il y a beaucoup d'adaptations en fonction de la météo, de la localisation, etc. Je trouvais que c'était un concept intéressant. Oui, moi j'ai vu ça un peu de l'intérieur parce que j'ai travaillé pour Laurent pour géolocaliser en Belgique. Et j'ai vraiment admiré en fait la manière dont il avait conçu ça parce que finalement c'était un fichier Word en fait et
Et c'est quand même compliqué d'organiser ça de façon claire pour s'y retrouver. Et c'était très amusant, en fait, la première fois que je faisais de la localisation. Et voilà, malheureusement, ça ne s'est pas développé autant qu'on aurait souhaité. Ah oui, c'est Je dommage. sais pas si la boîte a fait faillite ou s'ils sont juste en pause. Ah, mais je crois en tout cas que Laurent cherche un nouveau débouché. Donc, Ouais. Ah oui, là il y a le lien de son. J'ai trouvé des liens, je vous les mets, on pourra regarder ça. Question. Est-ce que la localisation influe uniquement sur l'ambiance ou est-ce que ça inclut sur la jouabilité aussi? C'est-à-dire c'est- que s'il pleut, il peut y avoir une péripétie qui ne serait pas apparue s'il faisait beau? non, c'était juste l'ambiance, c'était cosmétique. Ah, si c'est que cosmétique. C'est Faut peut-être en Oui, faire compliqué un, à mettre en place. faut en faire un mécanisme de jeu. Je suis C'est d'accord. là que ça prend sa puissance. Oui, tout à fait. Tant qu'on en était à conseiller des titres, j'ai aussi allé de mon titre. Hôtel Silencio de Benoît Patrice, qui en fait est à peine un livre-jeu, mais il y a quelque chose de viscéral au bouquin qui, en tant que lecteur, tu sors pas indemne de l'expérience de lecture en fait. Hein, tu restes pas à distance du bouquin. Le bouquin te fait forcément quelque chose. Alors de Benoît, Benoît Patrice, alors Benoît c'est le prénom, Patrice c'est le nom de famille, Patris si je me trompe pas. Hôtel Silencio, Silencio comme ouais. silence quoi, Alors je regarde ça. aux éditions de l'Abat-Jour. Ouais, exact. Le Je vous voilà. recommande vivement, Il est là. Voilà. il est là. Roman interactif à porte et à clé. Mm. Intéressant. J'en avais publié un retour de lecture sur la Taverne des Aventuriers. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Moi, j'aime bien aller côté jeux vidéo, console ou PC. Et il y a un jeu interactif que j'ai beaucoup aimé qui est fait par un studio français, bordelais d'ailleurs, pour mon côté chauvine, qui s'appelle The Council, qui est en plus une histoire super intéressante pour les gens qui s'intéressent à l'histoire justement et qui est hyper développée. Moi, j'ai beaucoup aimé avec vraiment énormément d'embranchements et de fins possibles. Et voilà, très intéressant, beaucoup d'énigmes aussi, donc voilà, un truc qui reprend un peu tous les codes du genre et qui est vraiment intéressant. Pour ceux qui ont envie d'expériences un peu longues, parce que ça prend du temps. Et c'est que sur PC. Alors, je le vois sur Non, Steam. tu l'as sur console aussi. Moi, je le fais sur PS4 et je sais D'accord. qu'il est dispo sur PC. Et voilà, ça coûte une 30aine d'euros, je crois. Apparemment, donc de ce que j'en vois, c'est marqué qu'il y a une saison de 5 épisodes. C'est un jeu C'est qui, ça. c'est un jeu qui date de quand? C'est sorti quand? Je crois il y a 2 ans. Ah oui, 2018. 2-3 ans. Sympa, c'est chouette de savoir que c'est français, ça. Effectivement, je me serais pas douté. Ouais. Et je trouve qu'il change un peu des autres qu'on a l'habitude de voir parce qu'il y a le côté énigme qui est très poussé et le côté historique aussi très poussé. Donc c'est rare, je trouve, qu'on ait besoin de nos propres compétences dans ce genre de jeu en fait. En général, enfin moi j'ai l'habitude de choses qui sont faites pour que tu n'aies pas besoin de tes compétences extérieures et que tu puisses trouver toutes les solutions dans le jeu. Oui. Et là, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est intéressant aussi. Ouais, moi par exemple, là, en ce moment, je joue à The Room. Et Ouais. c'est que des énigmes et ça fait pas spécialement appel à tes connaissances extérieures. Normalement, tu as tout ce dont tu as besoin pour jouer qui t'est fourni dans le jeu, quoi. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans le jeu. C'est amusant de faire appel parfois à des choses extérieures.
Moi, je l'ai fait Mm. dans un livre-jeu, ou bon, petit spoiler, mais c'est pas très grave, où en fait, on peut avancer dans l'aventure en récitant le Notre Père. Et donc, du coup, alors, c'est un petit piège. Et les gens qui ont mal fait leur catéchisme, qui ne connaissent plus leur Notre Père, mais du coup, ils peuvent se tromper dans la phrase à compléter. Et donc, ouais, c'est pas très compliqué. Faut éviter de faire ça sur des choses vraiment pointues parce que ça devient vite très frustrant, en Ouais. fait. À partir du moment où la personne sent que ça, c'est une compétence qu'il n'aurait pas pu avoir, et même en étant attentif dans l'aventure, il n'a pas pu le faire. Mais sur des choses un peu universelles comme ça, comme un calcul mental ou comme une récitation que tout le monde connaît, une fable de La Fontaine, ça pourrait fonctionner, quoi. Ouais. Et ça change tout de suite. Ça, c'est un peu, ça fait un vent de fraîcheur un peu lorsque tout le reste n'est jamais que des choix internes à l'aventure. Bah, c'est vrai que j'ai le sentiment que tu ressens une espèce de fierté, toi, à te dire waouh, j'avais, même si c'est un truc tout le monde le sait, hein, mais il y a un petit truc comme ça, je trouve, que le joueur a. Et ça, peut-être ça rajoute quelque chose à l'expérience joueur, ouais. Du coup, demain, tout le monde va se mettre à faire des énigmes. Non, mais c'est pas plus mal, écoute, si on peut donner des idées aussi. Bon, bah Eh ben oui, écoutez. oui, parce que moi j'ai été inspirée par la problématique que soulevait Hugo tout à l'heure sur les. Il y avait eu deux trucs qui m'ont qui me reviennent pas, mais qui sont intéressants. Si je peux juste redonner un titre Oui, bien sûr. d'un jeu que j'ai pas fait, mais qui a l'air très très intéressant et qui avait l'air d'avoir cartonné, que j'ai découvert en suivant les tutos justement de fiction interactive.fr. C'est Enterre-moi mon amour. Ah, le titre est joyeux aussi, ouais. Oui, bah c'est sur c'est apparemment sur une réfugiée syrienne, donc Bah voilà, donc vous faites ça, puis derrière vous faites Burnout, et vous êtes bon. voilà. Voilà. Une petite soirée des primes là, hop là. Allez. Voilà, non mais là je suis sur le site sur le lien que je viens de vous mettre et les dessins sont jolis. Enfin, ça a l'air vraiment très intéressant et très. Je crois qu'il a eu son petit succès. Hugo, peut-être Oui, on en a beaucoup parlé dans la presse, euh, même pas forcément spécialisé. Genre Télérama en a parlé, il me semble, quelque chose comme ça. Et c'est assez intéressant. Le format, c'est un format qui existait sur mobile, mais qui s'apprête vachement bien. Ça se présente comme une conversation WhatsApp, et on peut faire des choix à quelques points, mais c'est aussi beaucoup on reçoit un message 2 heures après en disant ça y est, j'ai continué mon périple, ou des choses comme ça. Et je crois qu'il a été traduit en français, mais il y a un jeu qui s'appelle Lifeline, qui est celui qui a inventé un petit peu ce format-là. Ce format, on est sur notre téléphone et puis on reçoit des messages de quelqu'un. Puis des fois il y a des pauses et puis des fois on prend et on a le choix de ce qu'on peut dire, enfin comment on peut guider l'astronaute dans le jeu. Et je crois il a eu un Lifeline succès tellement que c'est un jeu anglais mais il a été traduit en français. Par contre, mon Discord est lent, donc j'arrive pas à l'écrire dans le chat. Mais tu pourras l'écrire plus tard, c'est pas grave. D'accord. Ça s'affichera après, mais c'est pas un souci. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, peut-être, avant qu'on termine? Ouais. Un dernier conseil, alors pas de lecture, mais de visionnage. Bon, un classique, un Bandersnatch. Bandersnatch, la série télé à choix, hein, dans le cadre de Black Mirror sur Netflix. Mhm. Mes élèves l'avaient beaucoup apprécié celui-là. Ouais, j'avoue Je que. tiens à préciser qu'il y a le même avec Bear Grylls de Man vs Wild, où on peut lui faire choisir est-ce qu'il doit manger une araignée ou est-ce qu'il doit manger une terre. J'ai vu passer ça récemment, mais j'ai pas essayé. C'est rigolo. Je pense que c'est des jeux à faire à plusieurs, ou des jeux à faire à plusieurs où on s'engueule en disant non, il faut qu'il mange le ver de terre. Et je pense que ça rajoute beaucoup à l'ambiance. Et en jeu à boire aussi, tant qu'on y est. Tout à fait possible. Bah, merci beaucoup. J'ai Super. j'ai Ouais. trouvé un lien, Hugo. Tu peux confirmer si c'est ça ou pas?
En fait, le chat, pour moi, il marche pas. Ah, Je vois d'accord. toutes les voix, mais le chat, il est en retard. Une histoire jouable à choix multiples de survie contre toute attente. Oh, de toute façon, Il a disparu, du coup. je pense qu'il pourra toujours vérifier après et rajouter un lien si c'est pas celui-là. Mais ça ressemble à ce que tu disais. Enfin. Oui, ça a l'air d'être... Bah écoutez, voilà, il est 19h passé. Et oui. On est resté quand même mine de rien 2 heures ensemble, un peu plus. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là et d'avoir participé et d'avoir pris du temps. C'était vraiment super chouette. Merci à toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça sur un autre thème. J'espère que tout ira bien pour Tiffaine pour l'émission qui est prévue le prochain trimestre parce qu'elle m'a déjà dit qu'elle voulait y participer. Et il y aura peut-être aussi, je pensais demander à Gauthier d'y être aussi puisque c'est sur Sherlock Holmes. Donc inspiration Sherlock Holmes. Ah là par contre, si tu m'invites pas. J'y connais rien et je l'aime pas. Voilà. Je suis sûre que tu m'invites pas. Et voilà, sauf si tu as besoin d'une détractrice. Ah mais après tu peux venir en auditrice pour dire du mal après. Je ferai ça. Voilà. Et effectivement, oui, merci Gauthier. Si jamais vous avez des noms à proposer, n'hésitez pas. D'auteurs ou d'autrices que je pourrais contacter pour participer à la table ronde. En toute logique, il y aura déjà Tiffaine et Gauthier Wendling. Je crois que Cathy sur le Discord de Rocambole est assez fan aussi. Je pense que si tu demandes sur Rocambole, tu vas en trouver. Je vais voir, je vais faire un petit peu le tour et puis on verra. Voilà, rendez-vous dans 3 mois pour la prochaine table ronde sur le thème de Inspiration Sherlock Holmes. Voilà. Donc, c'est noté dans les agendas. J'espère, ouais. Je vous ferai passer la date. Hein. Vous savez que c'est déterminé un petit peu au dernier moment quand j'ai tous les auteurs et que je leur demande quand est-ce qu'ils sont libres. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis vraiment merci d'avoir été avec nous. Et puis j'espère qu'on sera... on se reverra, on se recroisera sur une autre table ronde. Et en tout cas en ligne. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que font les auteurs, les autrices qui étaient là ce soir avec nous. Merci beaucoup et bonne soirée. Eh ben merci à toi, gros bisous. Merci pour l'invitation. Au revoir tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.